Oui, on est en direct. Voilà, bonjour à tous, bienvenue pour ce Philo Live spécial avec Elsa Godard, qui est psychanalyste et philosophe. On attend que vous veniez. Si vous écoutez cette vidéo en replay, vous pouvez directement aller à la 5e minute de la vidéo parce que pendant 5 minutes, on va accueillir les internautes en direct et on va leur demander de partager. C'est un blabla qui ne va pas être le cœur de notre discussion. Donc on partage et je vais partager avec vous. Tu peux te présenter pendant ce temps, Elsa? Qui es-tu? Bonjour à tous. Voilà, je suis une philosophe qui pratique la psychanalyse depuis plusieurs années maintenant. Et voilà, j'ai la modeste ambition de poser un regard sur le monde contemporain. Tu as écrit combien de livres? Une vingtaine peut-être, en comptant les collectifs, un peu plus. Donc tu es vraiment dans une production intellectuelle soutenue. Ton premier livre, tu avais quel âge? Ma première publication de livre, 22. Ah oui, 22. C'était quoi? J'en ai publié sur 58, c'était les corrigés pour le concours prépa HEC en fait. Ah, ok. Et le premier livre que j'ai fait, j'avais 26 ans, c'était Je veux donc je peux. Un livre sur la volonté en fait, qui donnera naissance plus tard à une thèse sur la volonté inconsciente. T'as combien de thèses? J'ai une thèse de philo, une thèse de psychanalyse, psychologie. Vraiment, t'as 2 thèses universitaires? Ouais. T'as mis des années pour les... Ouais, 6 ans chacune. 6 ans chacune? Donc j'ai fait un double cursus jusqu'à la 5e année et 6 ans chacune. Bon, on a une tête bien faite, on va dire. Et qu'est-ce qui t'a amené à la psychanalyse? Dès le début, c'est ça qui t'a passionné? C'est la philo ou la psychanalyse qui t'a passionné d'abord? En fait, c'est la psychanalyse qui m'a passionné d'abord, pour une raison très simple. Je partage, je te regarde pas, mais je suis en train de partager. Faites pareil, mes amis, vous êtes déjà une vingtaine. Donc pendant que Elsa se présente, vous partagez sur votre journal, sur vos groupes et sur vos pages. Dès que vous êtes abonné à des pages, vous envoyez la vidéo. Le but est d'être une 60aine là pour pouvoir dialoguer ensemble. Donc philo ou psy d'abord? C'est quoi le parcours en 2 mots? J'avais un désir d'être analyste, un désir de guérison, pourrait-on dire, très tôt, puisqu'à 10 ans, j'avais déjà rencontré la psychanalyse, 10-11 ans, en 6e en fait. En 6e? Ouais. Comment? Ma mère m'avait parlé de Freud, et puis j'avais déjà eu un contact avec des psys en CP, en fait, très tôt. Ah oui? Et ça m'avait fascinée. Et pour un problème scolaire d'imagination débordante. D'accord. Et que j'arrivais pas à canaliser. D'imagination débordante, c'est sympa comme problème. Donc j'étais hors cadre à l'école. Mais c'était un problème? Oui, parce en quoi ça peut être un problème d'avoir l'imagination débordante? J'arrivais pas à me mettre dans un cadre formalisé, j'arrivais pas à... On me disait Par exemple, je suis quelqu'un qui voit toujours soit le détail que personne ne voit, soit qui voit la finalité que personne n'appréhende. Et du coup, les choses évidentes, parfois, ou de premier abord en tout cas, ne me sautent jamais aux yeux. Ce qui fait que je suis en décalage en permanence, parce que mon imagination est une imagination qui interprète tout du réel, mais soit dans l'infiniment petit, soit dans l'infiniment grand. Et ce qui fait que je suis pas toujours raccord, voilà. Bah, c'est la première fois que je t'entends dire ça, c'est bien. On va faire la psychanalyse de la psychanalyste, si vous voulez bien, avec vos commentaires. Je vois que voilà, bonsoir tous les deux. On lit vos commentaires, vous êtes 30, on attend que vous partagiez encore, que vous ameutiez vos amis. Vous pouvez aussi partager cette vidéo directement en l'envoyant en message privé à des amis qui aiment la psychanalyse, qui aiment la philosophie, puisqu'on va parler de ça ce soir, avec un livre qui vient d'être publié aux éditions Albin Michel. La psychanalyse va-t-elle disparaître? Tu peux nous dire le sous-titre de ce livre, tu le connais? Oui, il est là, je l'ai en face. Psychopathologie de la vie hypermoderne. Psychopathologie de la vie hypermoderne. Alors le dessin, c'est quoi? C'est un ordinateur. Et en fait, il faut savoir que ce divan, c'est le divan que j'ai. C'est de mon cabinet, le cabinet à Sarreguemines que j'avais. C'est mon divan, en fait. D'accord. Divan d'analyse. Sarreguemines, c'est où? Dans l'est de la France, où j'avais un cabinet pendant très longtemps. Maintenant, j'ai un cabinet à Paris. D'accord. J'en avais un à Paris, puis un dans l'Est, et puis à nouveau à Paris. Et les cas dont tu parles, parce que c'est un livre assez passionnant qui traite de tous nos malaises, c'est comme ça que tu les appelles, de tous nos malaises contemporains. Toi, tu dis même hyper moderne, on va en parler. Et alors vraiment, tout y passe. Tout y passe, la pornographie, les rencontres dans le virtuel, la solitude, voilà, tout ce qui est moderne. Alors, tu avais déjà fait un livre juste avant sur les selfies, où je t'avais invité à faire un live d'ailleurs, je m'en souviens. Je te remercie. Je crois que c'était un des premiers, une des premières manifestations publiques sur ce livre. Et puis après, tu as eu une grande carrière dans les médias. Tu peux nous dire un mot parce que tu as vraiment fait je crois que tu as fait le Petit Journal, tu as fait la une de je sais pas combien de magazines.
À chaque fois dans ton Facebook, on voit les parutions, c'était presque quasiment toutes les semaines, il y avait des choses nouvelles. Comment tu as vécu cette surmédiatisation, toi qui viens vraiment de la bibliothèque, de l'imaginaire? Comment tu l'as bien vécu, ça va? Tu n'es pas traumatisé par ça, non, ce succès intellectuel? J'ai pas vécu ça comme un succès déjà. Ouais. Pour moi, c'était une tribune comme une autre d'expression possible. Ouais. Le challenge a été pour moi de pouvoir faire passer un message dans une autre langue, si je puis dire, ou dans une autre forme, sans en amoindrir la densité. Et quand je m'adresse à un public d'étudiants ou de spécialistes ou de non-spécialistes, j'ai toujours ce souci de l'exactitude tant que faire se peut et de jamais rabaisser l'importance de l'idée. Et je l'ai pas vécu comme un succès du tout, je l'ai vécu comme une occasion de pouvoir donner à penser en fait. Sans qu'il y ait quelque chose d'une nature à dire, voilà, j'ai décodé ce que pouvait être ou l'hypermodernité, ou le contemporain, ou encore le selfie, ou je ne sais quoi. Ça s'appelait ton livre Je selfie donc je suis. Oui, Les métamorphoses du moi à l'ère du virtuel. Et il faut savoir que ces deux livres, le selfie et celui-là qui est la suite en fait, sont issus de ma thèse d'habilitation que j'ai soutenue l'année dernière. C'est-à-dire pour pouvoir diriger des recherches, des thèses? Ouais, une thèse habilitée à diriger des recherches. C'est le plus haut, le plus haut grade de l'université, enfin le grade, le diplôme. Le diplôme le plus haut, tu peux pas faire... mais tu sais, ça veut pas dire grand-chose, je pense. Enfin, moi j'ai une dimension de recherche qui est très importante. Parce que ce qui me passionne le plus, même si j'ai beaucoup gagné ma vie et je continue à le faire dans l'enseignement, mais ce qui me passionne le plus en fait c'est la question et c'est d'essayer de comprendre. Et j'avoue que de pouvoir contempler 25 siècles de pensée dans une bibliothèque, dans ce qui m'en est donné, et aujourd'hui sur internet, parce que j'ai beaucoup travaillé, même à l'époque de ma thèse de philo, je travaillais beaucoup sur Augustin. Et le jour où j'ai découvert, à l'époque c'était un CD-ROM, le jour où j'ai découvert qu'il y avait l'œuvre complète de Saint-Augustin, une vie ne suffirait pas à lire l'œuvre complète de Saint-Augustin tellement c'est volumineux, en fait, il y a 138 volumes énormes. Ah oui, et j'en connais qu'une dizaine. Ouais, mais c'est énorme. Et moi j'avais besoin d'un corpus très détaillé sur un sujet, et le jour où j'ai découvert qu'il y avait un index, en fait il suffisait de taper le terme et tout ressortait sur oui, c'est magique là. Pour des chercheurs, en fait, le monde de la virtualité, c'est... Ouais, je vois tout à fait. Voilà. On a des messages, Elsa, alors on va discuter avec les internautes, c'est le parti pris de ces philo live. D'ailleurs, tu es, à ma connaissance, la seule intellectuelle, à part moi, modestement, qui utilise Facebook Live. Je pense que je t'ai un peu inspiré. Ah bah oui, complètement. Même voilà. Et je suis très, très content de ça. Tu as participé à l'aventure Néo-Résistance qui continue, donc un engagement plutôt politique et citoyen suite aux attentats. Tu as participé à l'aventure Dream Tanks, c'est-à-dire des agora vidéo citoyennes où les citoyens, les internautes, il y en a pas mal parmi vous, ont pris la parole et ont pu philosopher avec les autres. Donc tu es vraiment de toutes ces aventures-là, donc ça c'est un grand plaisir. Et là, évidemment, le but c'est qu'on partage avec les internautes. Donc Patrick se lance. Salut Vincent, salut Elsa, ça c'est Sacha. Elsa, je suis complètement fan de tout ce que tu dis. Voilà, ça c'est Sacha, il est russe d'origine. Merci. Voilà. Patrick, bonsoir. Bah moi en 73, j'ai fait des graves convulsions que l'on a traitées pour une épilepsie de type grand mal tonico-clonique. Et en fait, après une psychanalyse de 2 ans, il s'agissait d'hystérie de conversion avec épisode, à cette époque, dissociatif dont le déclenchement était l'expression d'un malaise de non-dit par rapport à mon homosexualité. J'avais 13 ans et demi. Voilà, alors là, il y en a qui merci pour ce témoignage, Patrick. Est-ce que ça t'évoque quoi? J'ai pas compris tout. C'est un diagnostic simplement de dire. Il y a le non-dit, il y a un non-dit qui fait du mal, quoi. Oui, c'est simplement de dire que... Et ça, c'est un point qu'on pourra peut-être développer ce soir. L'époque contemporaine, en tout cas, avec ce qu'on est en train de vivre en termes de transformation, où on ne sait pas encore si c'est vraiment un moment de transformation qui va faire un changement ou si c'est juste un passage, une continuité logique, mais c'est quelque chose qui interroge. Et un des points, moi en tout cas, qui me fascine, sur lequel je n'ai aucune réponse, mais beaucoup d'interrogations, c'est le rapport au langage. Et donc, ce que nous dit Patrick là, c'est que qui est la force de la psychanalyse, c'est une thérapie par la parole, à l'adresse de l'expression de l'inconscient, on en parlera tout à l'heure. Mais ce qu'il nous dit, c'est qu'il y avait un diagnostic en fait physiologique, et ils ont découvert qu'il y avait un autre diagnostic possible, notamment par la psychanalyse qui était celui d'hystérie, une hystérie de conversion, et que du coup cela lui a permis d'aller beaucoup mieux. Et en fait, ce sur quoi il insiste, c'est sur l'importance de ce lien si particulier qu'a mis en place Freud, qui est un lien de parole. Et Marie-Josée Monzen, je crois, mais bon, je ne vais pas m'amuser à faire beaucoup de références ici ce soir, mais simplement, j'aime beaucoup, elle a sorti un livre il y a peu qui s'appelle Confiscation de la parole,
Et je pense que c'est assez symptomatique de ce qu'on vit aujourd'hui. Dans le selfie, j'avais écrit à l'époque, avec beaucoup de cynisme, est-ce que l'image vont remplacer les mots? Évidemment, c'était avec beaucoup de cynisme, je me moquais hein, de cette idée-là, mais le but, en fait, était pour moi d'insister sur la nécessité d'une interrogation, d'interroger ce qui fait langage, parce que ce qui fait langage, c'est ce qui fait penser. Et ce qui fait penser, c'est ce qui fait le sujet. Et quand on soustrait la question du langage, on soustrait la question du sujet. Et pour moi, c'est une grande interrogation contemporaine. En fait, tu insistes dans ce livre, hein, La psychanalyse va-t-elle disparaître, qui est un livre très stimulant, que je recommande à tout le monde, parce que vraiment, c'est gourmand. Il y a beaucoup de références, mais tu les tisses les unes avec les autres pour vraiment avoir une réflexion foisonnante, et qui critique le foisonnement actuel. Mais il y a quelque chose de foisonnant aussi dans ton truc, ça zappe, tu fais pas une monographie sur un auteur pendant 14 pages, il y a des cas, tu parles beaucoup de cas, c'est des cas réels que tu as... Oui, ce ne sont que des cas réels. Ouais. Il y en a combien environ En fait, la pathologie de la vie hyper moderne, quand j'ai présenté à mon éditeur, je lui ai dit c'est le volume 1. En fait, ce sur quoi j'aimerais me lancer maintenant, c'est sur un décryptage. Et je parle de malaise, j'aurais pu parler de maladie plutôt que de symptômes, puisque en termes psychanalytiques, le symptôme c'est vraiment le résultat d'un conflit inconscient, et là c'est pas tout à fait ce que je voudrais décrire. Je parle vraiment de malaise ou de maladie dans le sens où la maladie c'est aussi quelque chose qui renvoie à un mal, voilà, au sens très simple du terme, à un mal. Tu dis malaise, c'est entre le normal et le pathologique. Tu peux expliquer un peu Oui. Normalement, soit c'est normal, soit c'est pathologique. Oui, et justement, alors je m'amuse énormément pour malaise dans la civilisation. Freud, il avait écrit ça, je ne sais plus dans quelle lettre il s'adressait. Il disait « Je t'envoie un manuscrit malaisé ». Il l'avait écrit pendant les vacances en 1929, je crois, publié en 1930. Et c'était un divertissement pour lui, s'ennuyer, il ne savait pas quoi faire. Il a fait malaise dans la civilisation. Mais j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup repris. Hein, je suis tombée là, mais je vais pas vous le lire. Mais il y a un article qui est vraiment absolument génial d'André Green qui date de 93, Culture et civilisation, malaise ou maladie. Vous voyez, ça date pas d'hier, ces réflexions, elles sont pas d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de textes qui interrogent sur les nouveaux malaises dans la civilisation, etc. Mais moi, en fait, ce que je voulais restituer, c'était quelque chose de beaucoup plus modeste et de beaucoup plus simple. Et je voulais simplement, en saisissant le mouvement des métamorphoses qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et j'insiste bien sur ce thème de métamorphose, peut-être que tu m'interrogeras là-dessus. Ah, c'est nos amis qui vont t'interroger, voilà. les indisciplinés qui sont avec nous. Vous êtes une trentaine, c'est parfait. Continuez de partager pour amener vos amis, et on va se lancer avec vous dans le débat. Donc oui, qu'est-ce que raconte ? Et donc dans cette question d'une métamorphose, c'est quelque chose c'est-à-dire un mouvement. La métamorphose est un mouvement, et il y a quelque chose à la fois de biologique et de poétique, et j'aime beaucoup cette idée-là, qui restitue un mouvement du contemporain. Alors concrètement, c'est quoi les métamorphoses d'aujourd'hui ? Tu en parles dans le livre, mais... Les métamorphoses, c'est-à-dire, parle-t-on par exemple, moi j'ai un parti pris, hein, après ça se discute, c'est vraiment un regard, c'est une interrogation plus que le reste, de dire qu'il y a une poursuite, comment dire, un prolongement plutôt qu'une poursuite de ce que nous sommes, de notre identité dans la virtualité. C'est pas une rupture, c'est pas une fragmentation, c'est une continuité, ou si vous préférez, c'est une autre forme de représentation, une autre forme d'image. Quand on parle d'image de soi dans le réel, ça peut être par exemple là l'image que je donne dans un miroir, ça peut être aussi l'image que l'autre a de moi ou que j'ai de moi. Et puis il y a l'image virtuelle qu'on compose, qu'on recompose, qui est moins fidèle, sur laquelle on peut toucher, sur laquelle on peut jouer. Et donc il y a ce prolongement d'une image de soi qui est pour moi un prolongement d'une subjectivité, qui est pour moi ce que j'appelle une subjectivité augmentée. De cette subjectivité augmentée, qu'est-ce que ça fait de ce sujet augmenté ? Alors, vous savez, on parle de l'homme augmenté dans un point de vue physiologique. Moi, je parle d'une subjectivité augmentée dans un point de vue psychique ou relationnel ou autre. C'est-à-dire d'un point de vue de la subjectivité. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est la subjectivité augmentée ? La subjectivité augmentée, c'est ce que j'appelle le soi digital. C'est-à-dire, c'est la résultante en clair, en gros. Bon, là, je vais être un peu... c'est une équation très simple. Ne prends pas de mesures oratoires, ouais. On est entre nous. Ouais, d'accord. Voilà, on est tranquille. C'est pas l'université, là. Donc, ouais. On discute naturellement. En fait, c'est très simple. C'est que si on définit le sujet... C'est très beau. Moi, j'adore l'idée de subjectivité augmentée. Ça donne plein d'idées, tout d'un coup. Je l'ai reprise ici, je l'ai reprise dans le... C'est ton concept ? Ouais. À toi, rien qu'à toi. Ouais. C'est bien. Non, c'est bien. C'est vachement bien. Et alors, quoi ? En fait, c'est le résultat, pour faire très simple. Vous avez le moi. Oh là là, je vais être très, très réductrice, mais bon. Vous avez le moi conscient plus inconscient. Le moi conscient plus inconscient. Donc, le moi, général. Plus l'avatar.
le moi dans sa représentation les virtuelle. Avatars, parce que voilà, exactement. Moi, je généralise, mais c'est-à-dire ça peut être mon identité virtuelle, quelle qu'elle soit, anonyme ou pas, peu importe. Ma représentation dans la virtualité, j'appelle ça l'avatar. Et puis donc le moi réel, conscient plus inconscient, plus le moi virtuel égale ce que j'appelle le soi digital. Le soi digital digitus est touché à soi. Il y a quelque chose à la fois d'infantile, de régressif dans le fait de recomposer son image. Oui, vas-y. Pardon, je suis partie. On a le temps, non, mais c'est parfait. Mais qu'on puisse comprendre, c'est très intense. Donc, dans le fait de recomposer son image. Attends, le soi digital, est-ce que c'est la subjectivité augmentée? Oui. C'est pareil, c'est synonyme. C'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est quoi alors? C'est le résultat de cette équation. D'accord. Moi réel plus moi virtuel égale soi digital. Et alors quel rapport dialectique il y a entre le soi digital et le vrai moi? C'est pas un rapport dialectique, c'est le résultat de la combinatoire. Et ça sert à quoi de savoir ça? Alors ça sert de se penser. Aujourd'hui, quand on pose la question très simple, on reprend le connais-toi toi-même par exemple. Qui je suis, on reprend la question très simple. Agnès te dit subjectivité augmentée, point d'interrogation. Oui, je suis en plein dedans. What the fuck? Alors, vas-y. Donc le fait de pouvoir dire, par exemple, si je devais me définir aujourd'hui, je vais me définir par rapport à ce que je fus, à la somme de mes vécus, vers quoi je tends, mon moi, hic nunc, ici et maintenant, etc. Par rapport au regard des autres, à ma corporéité, bref, à tout ce que je suis, à mon conscient, à mon inconscient, à mes limites, à mes désirs, etc. Mais aujourd'hui, il faut rajouter, dans la connaissance de soi, et ça on ne pense pas, il faut rajouter notre présence dans la virtualité. Parce que ça dit quelque chose de nous, que ce soit du moi idéal, que ce soit du fantasme, que ce soit peu importe, que ce soit de la surcomposition, que ce soit du lien factice, peu importe. Ça dit quelque chose de nous, d'une représentation, d'une manifestation supplémentaire, additive devrais-je dire, qui fait qu'on a une extension de soi dans la virtualité. Donc, ce qui revient à dire, ouais. Je termine juste là-dessus, ce qui revient à dire que... Allez-y, posez vos questions pendant qu'elle parle. Ce qui revient à dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas que moi, Elsa, là par exemple, avec toi dans cette réalité-là. C'est pas cette vérité-là, de cette vérité de cette réalité, n'est pas moins juste ou plus juste que ce que les internautes saisissent de moi à cet instant. Où se situe la vérité? C'est très pascalien. Oui, où se situe la vérité? Quelque part, ni de ce côté-là, ni de ce côté-là, mais dans la rencontre entre les deux. Et c'est ça le soi digital. Voilà. C'est ce que j'appelle la transréalité. C'est ça. Moi, c'est la subjectivité augmentée. D'accord. Parce que derrière cela, il y a les questions propres à la subjectivité pour moi. Oui, mais c'est-à-dire la fusion aujourd'hui en cybermodernité du réel et du virtuel. Oui. Or, toi, tu n'es pas dans la cybermodernité, même si je te remercie d'avoir cité ce concept, mais pas du tout. Là, on est dans ton livre, du début à la fin, on est dans un concept qui m'a étonné dans ton livre, le concept d'hypermodernité, qui est un concept... d'abord, il faut que tu nous en dises, mais un mot très simple, c'est-à-dire c'est très concurrentiel, c'est ça, c'est l'hypermodernité, c'est... Alors je vais te dire pourquoi, c'est un parti pris. Ouais, après, il faut lire des questions. Oui, parce qu'il y a plein je de réponds sur ça et on va lire les questions avec gourmandise. Un parti pris, vas-y. Ouais, c'est un parti pris. Moi déjà, j'attends que tu théorises davantage ton concept de cybermodernité. Parce que si tu l'avais fait, je te jure que je l'aurais cité davantage. Parce que tu citais tout... C'est de ma faute. Je tiens juste à dire que tout ce que tu as évoqué tout à l'heure, Dream Tank, Néo-Résistance, ce sont toutes des créations de toi. Et moi, j'adore travailler avec toi parce que je trouve que tu es un des rares intellectuels et d'autant plus... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il faut le dire à un moment donné parce que c'est juste vrai, qui défendent une justesse des choses en ayant une interrogation toujours juste et toujours en avance sur les mouvements du contemporain. Et ça, c'est quelque chose c'est un talent chez toi. Moi, j'adore travailler avec toi pour ça. Je te suis sans problème sur ces registres. Donc, si tu avais parlé de cybermodernité avant, je te jure que je n'aurais pas mis l'hypermodernité. Okay. Mais je vais répondre vite fait parce que j'ai hâte d'avoir les questions des internautes. Il y en a plein. J'ai fait un choix, c'est un choix volontaire. Pourquoi? Parce que d'une part, il est très difficile. Alors j'aurais pu me contenter de postmodernité. Pour moi, le terme de postmodernité ne tient pas parce que cela implique qu'on ait dépassé une modernité. Ça se questionne. En tout cas, moi, je ne suis pas dans cette vision-là des choses. Pour moi, on est plutôt dans une modernité qui arrive à son achèvement, son parachèvement, que dans un dépassement. Voilà, ça c'est un point de vue. Bon, c'est une chose. Mais bon, après, franchement, honnêtement, je vais vous dire, les amis, c'est un point. Ce sont des points de vue de spécialistes qui n'ont aucun intérêt. T'en parles beaucoup, oui, j'ai lu ton livre. Je crois qu'il y a 60 fois où tu dis le mot hypermoderne. Au moins. Donc, je vais dire pourquoi. Je vais dire pourquoi. Et donc, pourquoi j'en suis venue à l'hypermodernité? Parce que il y a quelque chose qui est difficile à démontrer, mais qui est ce sur quoi je m'appuie dans mes croyances, dans mes opinions. C'est la question de la démesure, de l'hubris. Et ce que j'aime dans l'hypermodernité, c'est l'hubris que ça implique, cette démesure. Et ce que je voulais restituer, et ça c'est une chose sur laquelle je travaille en ce moment, qui n'est pas dans le livre tel quel, mais qui est difficile à démontrer, ce que je voudrais montrer, c'est en quoi le passage, notamment dans la subjectivité augmentée dans le soi digital,
En quoi est-ce que le fait d'être dans la virtualité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autrement, quand on a une logique d'expression dans ce cadre-là, qu'est-ce qui fait qu'il y a une exacerbation des affects, dans le plus comme dans le moins? C'est-à-dire qu'il y a comme, comment dire, une exagération du meilleur ou du pire de ce qu'est un sujet, un être humain, pourrait-on dire. Un suraffect. Ouais, c'est exactement ça. Et ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment, c'est que je me pose la question, qu'est-ce qui fait que, simplement parce que je me représente quelque part, ou je ne sais pas, c'est pas simplement une question d'image ou d'écran, il y a autre chose. Et ce qui m'interroge, moi, c'est qu'est-ce qui fait que on va être soit plus dans la guimauve, soit plus dans la méchanceté, soit plus dans le lynchage. Il y a quelque chose de cette nature-là qui est une montée en puissance, une exagération des affects. Et ça, alors, il y a tout, hein, c'est beaucoup plus rapide. J'aimerais que tu me dises pourquoi tu utilises le mot d'hypermodernité en fait. Parce que là, je viens de le dire parce que c'est. J'arrive plus à suivre, alors je dois être fatigué. Non, mais c'est si vous suivez, les amis, vous le dites, et si vous suivez pas, vous le dites aussi, hein, parce que. J'utilise. T'es très intense, on est en direct. Si tu veux qu'on s'approprie tes pensées, toi on sent que mais c'est génial, t'es passionné, on aime que ça ici, hein. Mais il faut que tu nous donnes simplement vraiment... parce que c'est pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, le concept qui restitue... Tu veux dire quoi sur aujourd'hui en disant hypermodernité? C'est le concept qui pour moi restitue le plus ce sentiment d'exagération et de démesure. Et je comprends pas en quoi il y a exagération, à part cette idée que tu dis qu'on aurait plus d'affectivité dans les réseaux sociaux. Moi j'ai l'impression que c'est de mascarade. Quand on est sur Facebook et qu'on dit je prends mon pied et j'ai mangé un plat extraordinaire, on sait très bien que c'est du fake. Moi je vois pas une sorte d'explosion des affects. Quand je surfe sur Facebook en regardant mes amis, j'ai pas l'impression d'un débordement hyper affectif, tu vois. Je vais te donner un contre-exemple. Alors que quand je rencontre des gens dans la vraie vie, etc., c'est beaucoup plus intense en termes d'émotion qu'un surf sur Internet. Je vais te donner d'autres exemples. Par exemple, tu vois la montée en puissance du like au j'adore. C'est un détail, c'est signifiant de quelque chose dans le discours. Ensuite, et ça c'est hyper? Bah oui, tu passes de j'aime à j'adore. C'est une montée en puissance. C'est juste un petit exemple, j'en ai d'autres. Par exemple, quand tu as quelqu'un qui va vivre une expérience douloureuse dans sa vie, au lieu de dire bon ben voilà j'ai un problème en ce moment, et encore on n'est pas obligé de le faire, mais nombre de gens le font, il va y avoir 5, 6, 7, 10 posts et on va insister. Il y a vraiment comme, je sais pas, tu sais parfois on dit il y a une jouissance dans la souffrance ou dans l'angoisse perverse, cette nature-là qui fait qu'on veut pas en sortir. Il y a quelque chose de cette nature-là. Quand il y a quelqu'un, par exemple, qui a un deuil, il va insister, il va presque faire son deuil dans la virtualité, mais dans une forme excessive. Tu vois, c'est pas le moment du recueillement, de la sobriété. Moi, je vois, enfin, on va en parler. Moi, je partage pas trop ça. Je vois au contraire que les gens sont assez sobres dans les vraies choses. Ils sont très grandiloquents quand il faut se vendre un peu soi-même, mais c'est des profils un peu hystériques qu'on a sur Internet. La plupart des gens sont sobres. Il y a une forme d'hystérie dans les réseaux sociaux qu'on ne retrouve pas ailleurs pour autant. Bon. Enfin, voilà. Le dialogue est lancé. Alors, on va prendre quelques questions. Alors, on va prendre d'ailleurs tout ce que vous avez écrit. Le soi digital est une analyse très intéressante. C'est un masque social XXL, nous dit Christophe. Je t'en lis plusieurs et tu réagis. Tu peux prendre quelques... Oui, mais je retiens la tête pour l'instant. Ouais. Ça marche. Freud, très inspiré par Schopenhauer, dit Kamel. Oui, bien sûr. Sacha, j'adore, c'est tellement ça. On vit avec la technologie, s'exclame Sacha. Cyril, je trouve que vous êtes véritable. Merci Cyril. Kamel, Vincent doit passer de la cybermodernité à la neuromodernité. Question pour moi. Neuromodernité, oui, je vois très bien à quoi il fait référence. Voilà. L'ambiance est plus cosy et calme qu'avec David Abiker. Oui, parce qu'on n'est pas dans un café, tout simplement. Sacha Hama, Flamme, ou Flammé, je ne sais pas comment on prononce. Y voyez-vous un lien avec les haters qui balancent leur haine en absence de surmoi? Ça, c'est, je pense, le côté exacerbation des affects que tu disais. Tout à fait. Vincent, c'est le psychose de la philosophie. Zikos, tu veux dire? Cécile, bonjour, moi désolé, mais j'ai beaucoup de mal à suivre, c'est très abstrait pour moi. Ben, Cécile, on va essayer d'être très concret. Le livre, en plus, est concret. Enfin, on va en parler. J'ai besoin de concret, d'accord, retiens, Elsa. Oui. Réseaux sociaux, des inhibitions, lever des filtres. Bon. N'hésitez pas, on prend en compte vos arguments et on discute à 3 voix ce soir. Je vais lire un extrait de ton livre, page 27. Donc, la psychanalyse va-t-elle disparaître? Alors, tu parles d'un foisonnement et tu dis, dans un tel foisonnement, l'esprit éprouve de plus en plus de difficultés à penser par lui-même. L'excès d'information, non seulement peut conduire à la désinformation, mais il plonge aussi dans une forme nouvelle d'analphabétisme, un néo-analphabétisme. En effet, outre notre rapport au temps et à l'espace, un des changements les plus importants est celui qui nous lie au langage.
Notre rapport au monde se fait sur la base d'un récit historique rationnel. Et les récits mythologiques fondateurs n'ont jamais été dépourvus de rationalité. Le monde tient dans une cohérence qui s'apparente à une grammaire structurée, déchiffrée, démontrée et démontrable. Il repose sur le langage, sur un récit structuré et qui structure la société comme les fondations d'une maison, ou plutôt celles de la pensée et même du psychisme. Aujourd'hui, les mots ne jouent plus pleinement leur rôle. La réalité ne s'érige plus sur Babel, mais sur l'autel éphémère d'une nouvelle idole, l'image. Des images qui fusent à tout va, que ce soit les selfies sur Facebook ou Twitter, ou les diffusions momentanées et quasi pulsionnelles sur Snapchat, les mots semblent devenus has-been. Le monde s'écrit désormais en photo, s'écrit avec des guillemets. Bienvenue dans le règne de l'eidolon, des images éphémères. Fini le temps des longs discours, à présent c'est l'instantané d'un moment figé sur quelques millions de pixels, saisi en un seul regard, qui parle de la vie, de la mort, des sentiments et des émotions. Le nuancier affectif est réduit à l'interprétation du prêt à voir. La société de l'image a ainsi pris le pas sur une vision du monde qui, depuis l'Antiquité grecque, reposait sur le discours rationnel. L'effacement de ce discours rationnel, logos, c'est le recul de la culture traditionnelle, des mythes et du récit, c'est le retrait du langage, entendu comme vecteur d'échange, de compréhension, de transmission, c'est le déclin de la structuration de la société organisée autour de la rationalité, carrément. Le règne de l'image, eidolon, c'est le privilège de la forme au détriment du fond, là, on voit ce que tu veux dire, c'est l'inconsistance du visible qui s'échoue dans l'éphémère de l'instantané, c'est la domination des affects et du sensible sur l'intelligible. Il faut désormais compter avec la conjugaison de deux visions du monde radicalement différentes, une produite par la déduction du discours rationnel et l'autre par l'effet de l'image. Alors ça c'est vraiment central dans ton livre et même dans le livre précédent. Non, j'ai repris. Hein, j'ai repris l'idée. Attends, pardon, excuse-moi. non, mais c'est un dialogue. Oui. C'est le principe du dialogue. Donc, la question que je te pose, c'est, ok, tu reprends cette idée d'un conflit, d'une conflictualité entre un monde d'images et un monde du discours, du langage. J'ai envie de te dire souvent que l'image est structurée comme un langage et vice-versa, que le langage est structuré comme une image. Donc déjà, cette distinction, j'aimerais que tu puisses la préciser très simplement. Et surtout, j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant écrit qu'aujourd'hui. Je veux dire, les jeunes, ils ne s'envoient pas que des Snapchats, ils s'envoient des Snapchats avec du texte, des SMS, des discussions de chat sur Messenger, des grandes discussions sur Twitter. Moi, j'ai suivi beaucoup les jeunes tweetos de 15-20 ans qui échangent. C'est que du texte et du débat d'idées à l'âge de 15 ans à 18 ans. Donc, cette vision de l'image, j'ai l'impression qu'on tombe dans une sorte de sous-tisseron. On perd le langage, mon Dieu, c'est une sorte de catastrophisme du langage. Alors, bien sûr, comme tu es subtil et c'est hyper fourni en termes de... Bien sûr, c'est pas caricatural ce que tu dis, mais là, je pense qu'il y a un point de réflexion. Et si vous avez des questions sur ce rapport entre l'image et le langage, n'hésitez pas à poser vos questions à Elsa Godard. Le chapitre d'après, d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, c'est l'image est-elle encore langage? Pour répondre à ta question. Donc, évidemment, c'est la question que je me suis posée, puisque... en fait, quand on pense avec des mots et on pense à partir d'images mentales. Je me faisais la réflexion aujourd'hui, j'ai relu un article du Monde où des chercheurs japonais, je crois, ont découvert une intelligence artificielle qui permettrait de pouvoir directement... fabriquer. Ouais, de pouvoir directement traduire nos pensées, nos images mentales, en images tout court. Donc je me suis simplement posé la question à l'issue de ça, c'est la question que je pose en fait. Le jour où on arrivera à traduire immédiatement nos pensées, c'est-à-dire avant même qu'on ait eu le temps de les formuler par le langage, directement en images, est-ce qu'on aura encore besoin de l'usage du langage? Tu vois, par exemple. De la même manière, la question que je me suis posée, elle est très simple. Quand vous avez un enfant aujourd'hui, de 1 an, qui ne sait pas encore, évidemment, qui ne parle pas, qui n'a pas encore la conscience suffisamment développée pour se penser dans le monde, pour penser la temporalité, pour se penser dans l'espace, etc. Et imaginons un enfant de 1 an qui fait ses premiers pas. Vous le filmez, et l'instant qui suit, cet enfant vient, vous regardez la vidéo, il vient à côté de vous, et il se voit en train de marcher. Donc il n'a pas encore la conscience acquise pour se penser dans le monde, comme sujet. Il n'a pas le langage, mais il se voit en train d'agir dans une temporalité qu'il ne maîtrise pas. Et donc, il se rencontre d'abord dans une image avant de se rencontrer dans le langage. Ce qui existait avec un miroir. Il n'y a pas besoin de nouvelles technologies pour ça. Non, parce que là, il se voit dans le mouvement. Le miroir, l'image est figée. Non. Et oui, par exemple, dans le stade du miroir que reprend Lacan,
qui permet justement d'accéder à cette subjectivité-là. Dans le stade du miroir, il y a différentes étapes où, comme il l'explique, alors c'est une interprétation lacanienne, mais peu importe. Non, mais je réponds clairement à ton modèle. Tu dis que l'enfant maintenant se regarde dans l'écran, dans un miroir, ce qui existe depuis au moins un siècle, on va dire. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que là, il se voit en train d'être dans une réalité qui n'existe pas et il qui est déjà passée. Mais c'est normal, il n'a pas les mots. Je suis d'accord qu'un enfant, et dans l'image, il n'a pas les mots. Je ne parle pas simplement du fait qu'il... Non, je comprends pas. Non, je dis simplement qu'il vient d'agir, il n'a pas la conscience de son action. Conclusion, c'est quoi? Attends, je termine. Il vient d'agir, il n'a pas la conscience de son action, il se voit ayant agi, sans avoir la conscience de la temporalité. Ah, ok. C'est ça que je dis, c'est ça qui est très important. Dans un après-coup. Ça existait avec la vidéo des années 80. Oui, bien sûr que ça existait. Sauf qu'aujourd'hui, ça devient systématique. C'est un réflexe. Et quelles conséquences tu en tires de ça? J'en ai pas. C'est une interrogation que je pose justement. Je suis en train de me poser la question de savoir. Et c'est là où j'en viens. Enfin, j'arrive tout de suite. Mais la question que je me posais de savoir, c'est quel impact cela peut avoir. On n'a pas assez de recul encore. Quel impact toi, tu le dis. Oui. Tu dis que on est dans un. C'est très dur les mots que je viens de lire. C'est des mots qui condamnent notre hypermodernité parce qu'il n'y a plus le langage. On dirait parfois que... Non, je condamne pas, mais je vais le néo-alphabétisme, tu choisis, t'es doué en concept, et ce concept, il est violent. Je veux simplement dire que la question, ce que je disais l'exemple sur l'enfant, c'est en quoi est-ce que cela peut changer le rapport à soi. J'ai compris la question. Mais toi, tu poses le diagnostic d'un néo-alphabétisme. Oui. Alors, c'est quoi? Alors, c'est parce que j'ai fait le constat qu'une société, alors il y a deux choses qui vont ensemble, c'est-à-dire un contexte de temporalité spécifique, de représentation du temps et de l'espace, où on est dans une culture de l'urgence, de l'impatience, du tout de suite, de la rapidité, où on est dans ce que j'appelle le l'ici et maintenant, de l'Iketnung, pour dire les choses très simplement. En fait, on est... Oui, enfin, l'hyperconsommation, c'est depuis les années 80. Exactement, et ça date de la postmodernité, enfin, voilà. Donc, ce rapport à la temporalité, on n'est même plus dans le présentéisme, on est avec l'ère de la virtualité, dans l'instantanéisme. On est monté en puissance aussi dans le rapport à la temporalité. Donc quand tu es dans un contexte d'urgence, de précipitation, et que tu mets en parallèle l'importance d'une culture de l'image, où aujourd'hui, où qu'on soit, les écrans sont de toutes parts, où on a une présence de l'image qui est une surenchère et une surenchère de l'image, et dans une culture du zapping. Donc qu'est-ce que ça fait en fait? Tu es dans un registre où les images défilent, sans qu'on ait il y en a tellement, c'est tellement volumineux qu'on n'a pas le temps nécessaire pour avoir la distance, pour analyser. Par exemple, attends, juste termine là-dessus. Par exemple, on ne peut pas dire qu'on regarde la Joconde comme si on regardait un snap. On n'est pas dans la même contemplation, on n'est pas dans la même digestion et on n'est pas dans la même signification. Oui, mais on ne pourrait pas vivre s'il n'y avait que des Jocondes à contempler. La conséquence de ça, c'est que j'explique qu'on est rentré dans une société de l'affect. Ce qui aujourd'hui ordonne les choses, c'est moins, et je dis bien c'est moins, ce n'est pas. Mais dans la montée du nazisme, on était dans une société de l'affect et de l'image aussi. Bah, exactement. Sauf là, moi, ce que j'ai sur mon portable, c'est pas des images. J'ai un fil d'informations qui raconte tous les crimes, les horreurs. Et dès qu'on se lève le matin, je pense qu'on a tout ça sur nos smartphones. C'est des textes, c'est du texte, des mots. Et ces mots nous racontent les horreurs qu'on a dans le monde entier, les viols, etc. Je ne sais même pas comment, déontologiquement et journalistiquement, on arrive à avoir ce truc-là sur nos smartphones. Je ne sais pas comment on enlève ce truc, mais on a un flot de mots qui racontent effectivement des choses horribles, mais ce n'est pas des images. Cette focalisation sur l'image me semble cliché sans faire de jeu de mots. Oui. C'est-à-dire que je vois pas, ok, on a des smartphones qui ont des caméras, d'accord, mais de là à se dire il y a un néo-alphabétisme qu'on ne saura plus utiliser le langage, j'ai du mal à croire parce que vraiment les jeunes l'utilisent le langage, ils font peut-être des fautes d'orthographe mais ils sont en surutilisation du langage et c'est ça d'ailleurs qui est très nouveau, c'est justement que toute une classe d'âge accède à un emploi massif de la langue, ce qui n'était pas le cas dans les années 80. C'est vraiment ça, c'est les mots, ils ont beaucoup plus de mots. Alors, quand je parle pour moi, en fait, c'est une mutation du langage. C'est-à-dire que tu parlais de Facebook, des réseaux sociaux, je suis bien d'accord avec toi, mais regarde, moi j'ai vu en 10 ans ou 15 ans de Facebook, ça fait combien de temps qu'on est sur Facebook? 10 ans? Ça fait, même pas, 8 ans. Ouais, 8 ans. En 8 ans de Facebook, on peut dire que les posts ont évolué. Aujourd'hui, il n'y a plus un post, quand vous regardez votre Facebook, où il n'y a pas une image qui est associée. Et ça fait pas 2 ans. Il y a 2 ans, on avait beaucoup moins d'images sur nos posts Facebook, vous pouvez vérifier. Et aujourd'hui, il n'y a plus un post qui se fait sans image. Il n'y a plus un article de journal
que ce soit... Oui, mais c'est des articles, oui. c'est des posts, ça reste de l'écrit. Exactement. Mais je vois pas, moi ce que je vois pas dans le monde d'aujourd'hui, c'est le conflit entre l'image et le langage. C'est pas un conflit, c'est pas un conflit. Pour moi, c'est petit à petit une lente substitution. Ah oui oui, c'est ça que je dis, c'est une mutation. Pour moi, c'est pas un conflit. Quand on parle d'image conversationnelle, de speech, de choses comme ça, bien sûr que les mots existent, bien sûr qu'ils ont leur importance. Je suis pas en train de dire que les mots vont disparaître, ça n'a pas de sens de dire une chose pareille. Tu dis néo-alphabétisme. Oui, je dis juste qu'il y a une nouvelle forme d'analphabétisme. Pourquoi? Parce qu'il y a un appauvrissement du langage, pas une disparition, il y a un appauvrissement du langage au profit d'images. Et comment tu le mesures, cet appauvrissement du langage? Comment il est mesurable? Parce que de tout temps, on a dit les jeunes n'ont pas le vocabulaire. Enfin, c'est un leitmotiv permanent pour critiquer les nouvelles générations. Moi, c'est pas tellement en termes de... Alors, je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis complètement. C'est pas en termes de culture, ni on peut pas comparer ce genre de choses. Je suis d'accord avec toi, ça n'a pas d'âge. Moi, c'est pas dans ces sens-là. C'est dans le temps que c'est dans la temporalité que ça s'inscrit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vite. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de profondeur ou ça. Je ne juge pas que les mots ne sont pas de belle densité ou qu'on ne fait pas de la poésie. C'est pas ça du tout que je dis. Je dis juste qu'on veut aller vite et être dans l'efficacité. Et c'est là-dessus, seulement là-dessus, que je pense qu'il y a une mutation du langage où on n'est plus en train de... Tu sais, les logorées qui servent à rien. Allez, dis vite les choses, sois efficace. L'efficacité. Et la rapidité. C'est un rapport... Alors, on va prendre quelques réactions. Vous avez raison, quand je suis angoissé, eh bien, je poste des posts assez provocateurs, dit Patrick. Je me suis analysé et quand tout va bien, je n'emmerde personne avec mes posts populistes, notamment politiques, alors que je n'y connais pas grand-chose en fait en politique. Julien, réseaux sociaux, l'hystérisation des affects, rapporté par Elsa Godard, va sans doute avec la mise en scène, mise en vitrine de soi, sorte de marketing de soi. Il est question de beaucoup de self-branding là-dedans, c'est assez passionnant, c'est des très belles pages où tu montres qu'on est tous dans l'hystérie de se vendre. Tu vas en parler. Isa, y voyez-vous un lien avec la société du spectacle de Guy Debord? Kamel, en quoi le besoin de penser le monde et de le comprendre dépend des figures d'attachement primaires? Saba, l'image n'est pas figée dans le miroir. Sacha, d'après vous, il y a des créateurs et des consommateurs. Et quand un consommateur commence à créer, c'est à ce moment-là que vient l'hyper pour l'interrogation. C'est vrai que je m'arrête sur cette... Enfin, il y a 2-3 questions sur lesquelles je m'arrête et tu reprennes parce qu'elles sont denses. Non, là je file. Je te conseille de prendre quelques notes parce que là ils sont super actifs. Merci les amis, continuez de partager à vos amis. Oui, je vais moins parler, je vais vous écouter davantage. Mais c'est dense. Non, il faut un savant mélange. C'est une danse. La psychanalyse, c'est pas l'instantané alors, demande Agnès. Julien, l'image omniprésente, donnée, voire imposée, remplacerait la représentation, c'est-à-dire l'image intérieure pensée, construite par la pensée. David, le désir qui investit ces nouveaux espaces numériques, les désirs, n'ont rien de nouveau, mais à sautiller de l'un à l'autre avec frénésie, tout peut se dire, rien n'est entendu. David. Michel, l'image a une priorité sur le texte car son trajet vers le cerveau est plus rapide. Un texte peut être élitiste, le vocabulaire choisi peut exclure une partie de la population, l'image parle à tous. Je suis d'accord avec ça. En sens publicitaire. Kamel, Elsa peut-elle être plus précise en distinguant bien langage et langue? Langage, bien sûr. Voilà. C'est juste, voilà, tu le feras. Hadjer, la décomposition du langage amène une image au rang de prothèse. Amène l'image au rang de prothèse. C'est une très belle image, ça. Christophe, l'image, c'est la facilité dans l'instantané. L'écrit est par nature plus profond. Et Sunka, bonsoir Elsa, tu veux dire que l'accélération dont tu parles a mis de côté une acquisition d'outils? Point d'interrogation. Voilà. Ouais. Je te laisse répondre. Merci et continuez. C'est super là. J'ai pas eu le temps de tout. Ils sont bons, ils sont bons. Il y a quand même de super bonnes questions. Oui. Il faudra que je les reprenne, mais je pense que je vais prendre le temps après le live de vous répondre individuellement parce que j'ai des questions qui sont très denses et qui me passionnent. Oui, la différence. Tu vois à peu près l'ambiance là de questionnement. Mais vraiment merci beaucoup en tout cas. La différence entre langage et la langue, bien sûr. Mais j'ai employé le terme de langage à dessein, c'est-à-dire très généraliste, employant si bien la question du langage corporel, par exemple, que, je sais pas, le langage du silence, c'est-à-dire tout ce qui fait liant, pourrait-on dire. Alors, ça, c'est une grande question sur laquelle on pourrait peut-être s'attarder. Je suis désolée, ça va être un peu abstrait, mais... Non, il faut pas. Oui, mais j'ai quand même... Parce que ton livre est concret, donc tu donnerais une image fausse de ton livre, pour le coup. Non, j'aimerais... Je sais pas combien d'entre vous ont lu le livre d'Elsa Godard. Moi, je l'ai lu et je peux vous dire que c'est super concret. On parle de Facebook, on parle de Tinder,
J'aimerais que tu puisses aussi dire des choses là-dessus. Je veux pas que ça devienne un truc hyper abstrait. Je veux simplement dire que le propre du langage, mais ça c'est important de le rappeler, ce qui nous manque en tout cas, me semble-t-il. Tu dis ce que tu veux après toi, si tu as envie. Mais moi j'aurais envie. C'est juste ça. Il y a des choses nouvelles, plus croustillantes, quoi. Mais ça c'est quand même important. Vas-y. Peut-être, c'est une suggestion que je vous fais, une suggestion de pensée. Peut-être que ce qui nous manque aujourd'hui et dont le langage se rapporte, c'est la question du symbolique. Peut-être que dans notre société, alors l'image peut être symbolique aussi, l'image, l'objet, le langage, c'est symbolique, mais je pense que... C'est-à-dire quoi? La symbolisation, l'abstraction, la conceptualisation, si tu veux, dans ce registre-là, qui passe justement par le véhicule du langage, des langues. Tu dis quoi par rapport à... Qu'est-ce qu'on en fait de ça? C'est quelque chose qui disparaît. C'est quelque chose qui disparaît. Et donc la problématique liée à la langue, ou au langage plutôt très général du terme, et qui n'est pas restituée dans ce rapport d'image éphémère, c'est la question de la symbolique. Tu peux nous raconter un cas? Qu'est-ce qui te reste en mémoire d'un cas et comment tu en tires quelque chose? Parce que c'est très concret. Non seulement tu parles de choses réelles qui nous arrivent, tu parles de l'addiction, tu parles de la volonté de sortir tout le temps de la nouveauté. Voilà, donc tu parles de symptômes nouveaux. J'aimerais que tu nous les énumères un tout petit peu, qu'on puisse un peu avoir un panorama des choses concrètes dont tu parles. Et puis tu parles de cas, donc c'est super concret. On n'est pas du tout... C'est pour ça que je ne veux pas que notre rencontre aujourd'hui nous fasse croire qu'on est dans une abstraction. On n'est pas du tout dans une abstraction. C'est ce que tu réussis, et brillamment. C'est-à-dire qu'on est dans le concret tout le temps. Donc, quel cas, pour toi, t'a fait le plus réfléchir dans ceux que tu énumères? Et pourquoi? Il y en a beaucoup, parce que j'ai été très touchée. Par exemple, j'ai eu au cabinet de plus en plus de jeunes filles. J'en tire pas des conclusions, hein, c'est juste des regards que je pose. Hein. J'ai eu de plus en plus de jeunes filles qui étaient dans une forme de... comment dire, d'ignorance totale du rapport à un corps sexuel, à son corps sexuel, ou sexuel, ouais. En fait, j'ai constaté qu'il y avait une forme d'indifférence radicale, je vais employer un mot, à baiser ou pas en fait, et sans aucune conscience ou connaissance de sa sexualité. Quand les femmes des années 70 pouvaient s'interroger sur ce que c'est que la sexualité féminine, ou même avant, enfin... Je pense à Marie Bonaparte, les 10 000 clitoris, le fait qu'elle avait fait, mais ça a toujours été une interrogation. Là, ce qui m'a alertée, c'était l'absence d'interrogation et l'indifférence radicale, et c'est une des choses qui va revenir, eu égard à la liberté, eu égard à la sexualité, l'indifférence radicale d'un corps de femme qui se donne, ou d'homme, qui se donne dans un acte sexuel. En clair, cette jeune fille pourrait baiser avec son pote parce qu'il est là, ah bah tiens, on n'a rien à faire, viens on baise. Comme elle pourrait plus faire du shopping ou une partie de jeux vidéo. Il y a une indifférence radicale à la sexualité et au corps. Donc ça, c'était un cas qui m'avait beaucoup marqué. Ce qui m'a beaucoup marqué aussi, mais ça... Attends, mais c'est un cas qui dit quelque chose de l'époque? Oui, attends, je vais montrer des exemples et après j'en dirai quelque chose. Ce qui m'avait... Parce que c'est très hétérogène en fait, c'est ça qui est intéressant. Freud, quand il parle de sa psychopathologie de la vie quotidienne, il parle de la banalité. C'était sa force en fait. Et donc, autre chose qui m'a beaucoup interrogée, c'est une forme d'hypersexualisation dans la pornographie et donc dans l'onanisme en fait. Et je me suis rendu compte que La masturbation. Ouais, la masturbation. Énormément de couples où vous avez... c'était un cas que ce sont des situations que j'ai souvent entendues chez les hommes, préfèrent la masturbation devant des films porno jusqu'à être presque dans une addiction. Plutôt que d'avoir des relations sexuelles avec un partenaire, quel qu'il soit, voilà. Et c'est grave, docteur? Non, c'est pas grave. Je me suis posé la question. J'aimerais bien trouver, si vous avez vu ça un jour... Non, mais fais pas la naïve, attends. Non, attends, laisse-moi finir. Elle a 3 thèses, ça va. C'est bien de nous prendre en compte, mais t'as des choses à dire. Non, j'ai une vraie interrogation, j'aimerais bien savoir, mais vous imaginez, ça me semble impossible, une étude de l'onanisme. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut savoir si, par exemple, les Grecs avaient un rapport à la masturbation qui était plus importante qu'aujourd'hui. Moi, je me suis posé la question de savoir si aujourd'hui, avec le nombre de choix, de possibilités, et ça, c'est exponentiel et c'est inédit dans l'histoire, on n'a jamais eu autant de facilité et d'occasions de rencontre, si justement, comme la musique, vous prenez 10 heures, c'est combien de 100 000 titres, ou on a tellement de titres qu'on ne sait plus quoi écouter. Là, on a tellement d'offres de choix possibles de partenaires qu'on ne sait plus à qui s'adresser. Et je me suis demandé si ça n'avait pas un effet inverse d'hypo, et donc de repli sur soi, et donc d'isolement, et aussi une forme de paresse, de facilité, enfin toute une chose comme ça. Donc ça interroge aussi sur le rapport. Tu parles pour toi parce que tu es sûrement t'es séduisante, mais il y a plein de gens au contraire, ils disent que c'est compliqué de rencontrer des gens
Il y a une inégalité aussi dans le... Je pense que les moyens de rencontre sont beaucoup plus aisés aujourd'hui par le biais de la virtualité. À l'époque de, je sais pas, il y a 70 ans, vous prenez quelqu'un qui vit dans un village, qui en sort pas, il connaît toutes les voisines du monde, s'il a envie de tromper sa femme, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, il y a des possibilités pratiques, je dis pas que, voilà. Mais bon, voilà, donc je me suis interrogée sur ça. Je vais vous donner 2 autres cas, des cas qui sont plus symptomatiques, pourrait-on dire les hikikomori par exemple. Les quoi? Hikikomori. Alors, c'est un mot c'est un mot japonais déjà, mais... hikikomori. Oui. D'accord. Ok. On parle de retrait social. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas une phobie sociale. C'est pas arrangé directement, c'est quelque chose qui est un mixte entre les deux, c'est-à-dire que vous avez des adolescents ou des jeunes adultes qui, à un moment donné, dans une situation lambda, restent enfermés, retournent parfois chez leurs parents, restent enfermés dans leur chambre et sont absolument inaptes à la vie sociale et parfois même restent dans des communautés seulement virtuelles sans même aller chercher ailleurs dans la virtualité. Donc c'est vraiment Saito Tamaki, je crois, le retrait ou le repli sur soi, ça veut bien dire quelque chose qui est pour moi paroxysmique de ce que pourrait être l'hyper-individualisme. Voilà, c'est la pathologie de l'hyper-individualisme. Et il y a un dernier cas dont je voudrais parler, mais il y en a plusieurs. Oui, il y en a plein, c'est très riche en cas. Pour moi, c'est le cas, comment dire, c'est difficile parce que là, encore une fois, je tiens à mettre une nuance très importante. Je ne tire pas de généralité, je ne fais pas de leçons, c'est juste de l'observation et de l'interrogation. Et c'est seulement ça que je fais dans ce livre. Je pose quelque chose et j'interroge. Ça ne veut pas dire que j'en tire des conclusions. J'interroge les choses parce que je pense que le contemporain mérite d'être questionné. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée, c'est la question de... Alors, je n'ai pas tranché volontairement de la solitude et de l'isolement. Par exemple, tu as des très fortes pages sur ça. Ouais, j'ai le cas d'une maman. C'est des pages. Alors sur la solitude, ouais, c'est. Ouais, parce que il y a beaucoup de ça. Vous savez que, en fait, tout ça est né d'une observation assidue des usages et des pratiques des nouvelles technologies. Et en fait, ce qui était toujours, en fait, j'ai pris le contre-pied de quelque chose qui était de l'ordre d'un, comment dire, d'un jeu ou d'une description, etc. En fait, vous voyez, quand vous voyez circuler sur les réseaux sociaux plein de petits dessins humoristiques et cyniques sur l'usage des téléphones. Par exemple, un cas très simple, tout le monde a connu ça. Il y a un dessin qui circule, il y a un couple au restaurant, et puis il y a une nana qui dit « Chérie, si tu pouvais mettre ton téléphone ici, ça m'arrangerait, comme ça j'aurais l'impression que tu me regardes quand tu me parles. » Enfin bon... C'était pour montrer... Les couples qui sont au téléphone, au restaurant, voilà, exactement, donc on se moque. On en a des tonnes de ça s'arrête pas de circuler. Et en fait, moi, j'ai pris tout ça au sérieux. Au lieu de dire, ouais, c'est juste pour déconner, le ghosting, tout ça, c'est des usages juste un peu à part. Attends, c'est très exotique parce que tu mets des mots qui existent, mais sur des pratiques qu'on a tous vécues, mais franchement, ça fait du bien d'avoir tout rassemblé. J'ai jamais vu un livre qui rassemblait autant de choses. Par exemple, le ghosting, tu nous le dis, mais je suis sûr que il n'y a que 20% des personnes connectées, dites-moi le contraire, mes amis, qui savent ce que c'est le ghosting. C'est quoi le ghosting? Le ghosting, de fantôme, ghosté. D'ailleurs, à l'époque, c'est toi qui m'avais appris ce terme. Le fantomage, oui. C'est toi qui m'en avais parlé le premier, oui. Du ghosting. C'est de toi que je tiens ça encore. Et le ghosting, c'est la capacité, en fait, de fantomatiser, comme on pourrait dire. De rendre l'autre, de le rendre plus visible, de le rendre fantomatique. Du jour au lendemain, vous répondez plus au téléphone. Et quand vous réfléchissez, et ça c'est terrifiant, c'est vertige, là, c'est le quart d'heure vertige. C'est un couple, enfin c'est une histoire d'amour entre deux personnes, et il y a une personne qui du jour au lendemain vire l'autre sur tous les réseaux sociaux, bloque son téléphone portable, sans aucune explication. Sans aucune explication, c'est-à-dire que... Et l'autre, c'est comme si ça n'avait pas eu lieu, c'est comme si la relation n'avait pas eu lieu. Je suis allée sur les forums américains, ouais. Et ça c'était encore plus emblématique aux États-Unis. Sur les forums américains, vous avez des témoignages de femmes, par exemple, je me souviens de cette histoire d'une femme qui était avec 4 ans en couple avec un bonhomme. Ils vivaient pas ensemble. Le matin, son bonhomme lui dit « Bon, bah, ce soir, ma chérie, ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble. » Et le soir, plus de nouvelles. Elle s'inquiète, etc. Téléphone bloqué. Plus aucune manière de le joindre, rien de plus, sans explication. C'est une réification, c'est une chosification de l'autre. C'est une réduction du lien à l'autre en termes utilitaristes, en fait. Donc, j'ai pas besoin de rendre compte. Mais il y a peut-être des raisons. On parle souvent du pervers narcissique et que c'est la seule solution, peut-être que c'est le ghosting, non? De quelqu'un de nocif et toxique. En fait, ce qui est intéressant à voir dans cette histoire, c'est que on va là où mène l'intérêt. C'est-à-dire, et surtout la question de la responsabilité. Je ne suis pas responsable de l'autre. Dans un contexte d'hyper-individualisme, je n'ai pas la charge de l'autre. Donc, je ne lui dois rien. Je n'ai pas de compte à lui rendre. Et ça, c'est très fort parce que le ghosting en termes personnels,
Mais ça existe aussi en termes professionnels. Du jour au lendemain, vous êtes en deal avec quelqu'un, plus de nouvelles, sans explication. Vous êtes en cours de processus de recrutement, pas vous vous faites ghoster. C'est hyper violent quand même. Ce que je voulais juste revenir tout à l'heure un instant sur la solitude. Je parlais des hikikomori, mais je parlais aussi de l'isolement. Et je prenais l'exemple donc des gens qui ne se parlent pas. Et en fait, j'ai été attentive à tous des petits usages, à tous des petits mécanismes comme ça. Et j'ai essayé de comprendre ce qui pouvait faire malaise, ce qui faisait qu'on était dans une situation d'inconfort et qu'on était tous en train de se plaindre de ces usages-là. Et qu'est-ce qu'on en a à en dire? C'était ça que je voulais rassembler. Est-ce qu'il y a autour de tous ces mécanismes-là, de tous ces déviances comportementales, pourrait-on dire, est-ce qu'il y aurait des explications communes? Voilà. Est-ce qu'on pourrait en rendre compte sur un fond commun? Et la solitude, on ne peut pas dire, la solitude, c'est pas une maladie, mais on peut dire que c'est un mal. C'est un malaise. On va prendre quelques réactions. Attends, je vais les noter cette fois parce que je n'ai pas répondu. Alors, Vidiel, justement, votre débat actuel ne peut pas être résumé en une image. Les nuances, la précision, la profondeur d'une pensée peut-elle être résumée en une image? Est-ce que l'atout du langage n'est pas de faire plus appel à l'imaginaire que l'image? De là, le plaisir souvent décuplé dans la lecture d'un roman par rapport à un film relatif à la même histoire. Patrick, passer 42 sur 50 ans, passer 42-50 ans, chez les gays, il est excessivement difficile de séduire. Le jeunisme est souvent très présent dans l'homosexualité masculine. Philippe Risotto, salut mon pote. Non, c'est rien, c'est juste avec lui. Philippe, je ne sais pas moi, mais je suis pendu à vos lèvres, donc à mon téléphone. Bien joué, bien joué. Pierrot, mais il n'y a rien de nouveau dans ces comportements. C'est juste une plus grande diffusion. Il y a 100 ans, l'émulation était locale, le village, le quartier, les cercles de pouvoir, où tout était très communautaire. Aujourd'hui, il y a une explosion des usages, une interpénétration, et c'est un... Il y a Philippe qui écoute, hein, fais attention. Et c'est un bien en général... Car si X% se réfugient dans des comportements critiquables, ça développe surtout la culture en général. Sacha, c'est important de parler des défauts, parler des créateurs s'il vous plaît. Agnès, ça me fait penser à l'homme liquide, les sentiments liquides. David, oui, mais donc, que peut encore la psychanalyse? Merci David de nous recentrer dans le débat. Parce que c'est quand même un plaidoyer, alors juste le titre, hein, la psychanalyse va-t-elle disparaître? D'abord j'ai envie que tu nous racontes, tu es assez engagé dans la psychanalyse, j'ai pu, avant notre entretien, voir un peu sur internet, tu es vent debout, il y a Roland Gori qui te fait une postface assez conséquente, et on sent que pour lui aussi il y a un combat à mener, hein, on vous sent inquiet. Les psychanalystes, notamment avec le développement des neurosciences, de la médicalisation, il y a des grandes tribunes régulièrement qui arrivent. Donc la psychanalyse se sent inquiète. Et alors toi, tu y vas carrément. Tu es vraiment couillu, on peut le dire, selon ma définition. Voilà. C'est-à-dire que toi, tu dis non seulement la psychanalyse ne va pas disparaître, mais en plus, la psychanalyse, c'est ce qui répond le mieux en termes de thérapie à tous les malaises contemporains. C'est ça. Alors laisse-moi juste lire un truc et puis après tu peux répondre et continuer d'envoyer vos commentaires, vos remarques. On est très friands, vous avez vu, on prend tout en compte, hein. On lit tout. Alors je vais lire un extrait de ce que tu dis. La psychanalyse est une thérapie. Depuis la philosophie antique, cela signifie notamment qu'elle est un soin apporté au mot MAUX de l'âme. Et en cela, elle est une psychothérapie, au sens originel du terme, c'est-à-dire un soin de l'âme, capable de nous détourner des passions qui nous font souffrir et dont le fonctionnement repose sur la parole, une talking cure, l'écoute, la reconnaissance, des symptômes singuliers et uniques de chaque sujet. Un lieu et un temps hors du monde. Le temps de l'inconscient est un hors-temps. Le temps d'une analyse n'appartient ni au psychanalyste ni à l'analysant. Le temps de la séance est scandé par les mouvements de l'inconscient. Toutes ces temporalités viennent à l'encontre d'une société de l'urgence et de la précipitation. La psychanalyse ne s'évalue ni en termes d'efficacité ni en termes de rentabilité. Sa finalité est de nous aider à mieux vivre avec nous-mêmes et avec le monde. Qui peut chiffrer cela ? Alors, merci beaucoup. Je vais reprendre la question brièvement. La pensée par rapport à l'image, la personne avait évoqué la question de l'imaginaire. Et moi, je me suis posé la question de savoir si une société de l'image n'était pas un viol de l'imaginaire.
Parce que quelle place reste-t-il encore pour le fantasme? Par exemple, on pourrait y voir dans la pornographie, on pourrait voir une faiblesse de l'imaginaire. C'est-à-dire, finalement, je ne me laisse plus l'occasion d'un fantasme qui demande un effort, qui demande une constitution, qui demande quelque chose qui laisse place à un désir aussi. Là, je suis consommateur du fantasme que je n'ai même plus besoin de produire en vue d'une jouissance. Donc ça c'est intéressant et c'est exactement pour faire écho à ce que disait cette personne. L'image n'était pas un viol de l'imaginaire. Ensuite, rien de nouveau dans les usages, c'est un bien, oui. Alors moi j'insiste sur un truc et merci de me permettre de le rappeler. Je ne suis pas technophobe ni quoi que ce soit, au contraire, et je pense que tu peux en témoigner en tout cas aussi dans nos échanges ou dans mes écrits. Mais donc mon travail est de consister à essayer de comprendre ce qu'on est en train de vivre et en quoi est-ce que cela peut nous aider à être, effectivement le terme a été employé, davantage créateur de tout ça. En quoi est-ce que la virtualité est un outil qu'on pourrait arriver à mieux maîtriser pour créer du lien, pour créer tout court. Mais dans ce livre-là, je m'intéresse aux excès et donc à ce qui fait malaise, et donc à toutes ces déviances. Donc c'est pourquoi il est vrai que dans ce livre, forcément, je prends tout le négatif. Il y a des choses que tu ne prends pas. C'est sûrement volontaire parce qu'on en parle partout. Tu ne prends pas la notion de complotisme qui pourtant fonctionne sur les réseaux. Le recrutement de jeunes qui se font complètement embrigader dans des sectes, dans des complotismes et dans le djihadisme, ça tu l'évacues complètement. On pourrait croire que c'est justement un truc contemporain, hyper contemporain pourtant. Oui, c'était un parti pris dans ce livre de m'intéresser qu'à des situations qui sont très banales et de plus large public. Tout le monde ne va pas au djihad, tout le monde n'est pas... mais ceci étant dit, ce que tu dis est très important et... j'ai déjà eu au cabinet, j'ai vécu en fait, j'ai accompagné une adolescente qui était embrigadée et je l'ai vue donc la montée en puissance petit à petit, l'inquiétude des parents, une volonté de se radicaliser, elle le disait expressément, elle a commencé à apprendre à lire le Coran, etc. Enfin c'était vraiment très 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 violent. Et, c'est moi qui vous remercie. J'ai Siri qui veut poser une question. Et donc effectivement, mais c'était un parti pris parce que... Tu peux éteindre le son? Oui. Ouais. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment parler du plus banal. Ça sera peut-être un prochain livre sur ça En tout cas, tu m'en donnes l'inspiration. Non, mais le djihadisme, pour moi, ça me semble fondamental. Et, enfin, c'est un des grands enjeux de la psychanalyse. Ce procédé de prendre Internet et d'utiliser la plateforme Internet pour retourner le cerveau des jeunes, jusqu'à ce qu'ils se tuent quand même. C'est un procédé, on se demande si la psychanalyse peut faire quelque chose, c'est une vraie question. D'ailleurs, la vraie question de comment déradicaliser des jeunes, c'est le mot à la mode, défanatiser on pourrait dire, qui est à mi-chemin entre la clinique, la psychiatrie, la philosophie éventuellement. La sociologie, l'anthropologie. C'est fondamental. T'as des engagements dans la néo-résistance, c'est-à-dire comment on peut résister au nouvel obscurantisme. Voilà. Et ça, il n'y a pas de néo-résistance. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des lectures politiques du tout. Tu es dans un truc effectivement du quotidien, mais du coup... qu'en est-il de la dimension politique derrière tout ça? Parce que qu'en est-il par exemple des différences entre la culture des gens? Est-ce qu'on est tous égaux devant les technologies? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de bagage culturel est plus perméable à tout ce que tu dénonces comme étant néo-alphabétisme et compagnie? C'est des questions qui sont pas articulées là. Pourquoi? Tu as raison, ce sont des questions que je n'ai pas posées dans ce livre. Tu voulais faire une collection des malaises sans Le terme est exactement précis puisque c'est le terme qu'emploie Freud. Mon but était de faire une collection de la banalité du quotidien en fait. C'est exactement ça. Mais ce que tu soulèves, c'est très très important et je sais que c'est un des enjeux. Fetib Ben Slama par exemple vient de sortir 2 livres, notamment sur le djihadisme des femmes aussi, sur la radicalisation, et c'est un des enjeux contemporains de la psychanalyse. Je pense que, ce que tu dis, j'ai vraiment... Et tu penses que la psychanalyse peut nous aider là-dessus? Oui, pourquoi pas? Enfin, humblement, c'est un regard comme ça, parce que je pense que c'est un peu ce que je développe ici, c'est que la psychanalyse est un discours de désaliénation. Pas seulement en termes de thérapie, mais en termes de discours, d'anthropologie. Oui, tu as des pages là-dessus, tu finis sur l'idée que la psychanalyse est une anthropologie. Ouais, mais là, c'est plus l'exercice de la psychanalyse sur un divan. Exactement, c'est l'exercice de la psychanalyse dans la cité. Et dans l'engagement de la cité. Mais comment t'expliques qu'autant de psychanalystes soient complètement débiles? Non, parce que c'est quand même il y a quand même une crétinerie psychanalytique, notamment chez certains messieurs, qui est quand même faramineuse. Le gros problème de la psychanalyse, c'est comme c'est extrêmement coopté, on a affaire à une sorte d'omerta. Et moi, ce que j'ai comme écho de gens qui sont passés par la psychanalyse, c'est que
3 fois sur 4, ils sont extrêmement déçus des cures qu'ils ont eues avec des individus qui sont imbus d'eux-mêmes, dans l'ego, et qui sont loin du modèle idéal du psychanalyste. D'ailleurs, même conseiller un bon psychanalyste à quelqu'un, ça devient presque dur, parce qu'il y a 3 chances sur 4 en général, c'est ce que je constate naïvement en étant à Paris, et en fréquentant la psychanalyse depuis mon enfance, c'est quand même, il y a des cas, il y a des gros cas de psychanalystes, c'est que c'est pas quand même une école de vertu. Il y a un ménage qui se fait pas, ou alors une omerta qui se fait, où on a des gens qui sont en poste dans des hautes fonctions psychanalytiques, des cercles psychanalytiques, et qui sont, ça pose problème. Je pense par exemple à des couples comme Maria Torok et Nicolas Abraham. Ce couple-là, par exemple, Nicolas Abraham, c'est quelqu'un qui a voulu réinventer le métier. On sent des velléités déjà dans ton livre. Ça fait 2 livres que je vois que tu es dans une velléité de réinventer les choses. Franchement, tu t'empares d'objets. Il y a très peu de psychanalystes qui s'emparent de ça, et tu as les diplômes universitaires. Donc tu as une vraie légitimité, même si tu es jeune et tu es une femme. Je ne sais pas si c'est compliqué d'être une femme ou pas, je pense pas. Il y a Roudinesco, il y en a d'autres, hein, mais on sent que tu as envie de t'emparer de ces objets et de peut-être proposer à l'avenir une nouvelle clinique, sauf que tu franchis pas le pas. Et je me demande si tu n'es pas tenu par toute cette organisation hiérarchique hyper fliquante qui fait que il y a une grande stérilité de la part des psychanalystes. Moi je trouve, hein, franchement, en tant qu'intellectuel qui lit un peu tout ce qui se fait, je trouve que c'est Gori est vraiment formidable. Moi j'aime beaucoup ce qu'il pense, mais il y en a plein, c'est vraiment de la masturbation intellectuelle, c'est compliqué. Donc là on parle de djihadisme, on parle de choses importantes, etc. Est-ce que tu es sûr que la psychanalyse a un truc à dire, vu l'état actuel de la psychanalyse en France, du développement de la psychanalyse en France? Alors, je te fais prendre des risques, hein, là. Non, mais franchement, vraiment Vincent, je te remercie pour ça. Écoute, je vais te donner mon regard. C'est pas une vérité, hein, c'est juste un point de vue. Ce que tu dis est très important pour plusieurs raisons. Je pense qu'il faut distinguer les psychanalystes de la psychanalyse, déjà. C'est dur. Ouais, mais je pense que déjà ça... Et tous les psychanalystes, de ce fait, ne sont pas à mettre dans le même panier. Par exemple, j'en fréquente assez. Ce que tu dis est vrai. Il y a plein de problématiques, c'est une forme de corporatisme, de communautarisme, on pourrait dire presque, d'entre-soi. Souvent c'est dans un jargon qui est... Et des guerres intestines entre les organisations. Qui ont fait la psychanalyse énormément de mal. Et ça, c'est ce dont on entend parler. Ce dont on n'entend pas parler, c'est de la réalité du psychanalyse sur le terrain. Parce que tu as la psychanalyse en cabinet et puis tu as la psychanalyse en institution. C'est-à-dire que tu as des gens qui pendant 30 ans, 40 ans, ont affaire à des détresses psychiques, à des situations face auxquelles aucune clinique, aucune situation peut trouver des réponses. Par exemple, quand vous avez des enfants autistes qui passent leur journée à se taper la tête contre les murs, à se faire mal, et toi tu es témoin de cette souffrance et tu ne sais pas comment faire. Et tu essaies tout ce qui est possible de faire, et tu ne sais pas comment faire. Tu es en échec très souvent face à ça. Et c'est pourquoi la psychanalyse, quand tu es dans la clinique, c'est une école d'humilité de facto. Parce que face à la souffrance de l'autre, très souvent, tu es démuni. Mais en même temps, tu as une responsabilité vis-à-vis de ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très très important de le rappeler. Et ce dont on n'entend pas le plus parler, parce que c'est pas médiatisé, parce que ça fait partie d'un quotidien, la clinique du quotidien, ce qu'on appelle, parce que c'est une souffrance pour beaucoup de soignants. Ce dont on n'entend pas parler, c'est de cette réalité de terrain-là et du bien que ça fait. En l'inverse, ce que tu dénonces est une réalité. Et je me suis permise de dire, dans ce livre, que si jamais il n'y a pas une remise en question des psychanalystes, c'est quelque chose qui va forcément disparaître. Pourquoi? Parce que si ça reste de l'entre-soi, ça va mourir dans l'œuf, à force. Et je pense que ça serait terrible de pouvoir... je ne pense pas du tout que la psychanalyse va disparaître. Hein. Non, Mais ce que je veux simplement dire, c'est que si on était à l'extrême de ce que tu dénonces, qui est aussi une réalité, une réalité terrible, ça serait la mort de la psychanalyse. Voilà. Heureusement que... Et ce que je voudrais rappeler aussi, qui paraît être d'une affreuse banalité, mais il y a dans une volonté... La psychanalyse, c'est pas juste quelque chose qui permet... comment dire? Il y a une démarche thérapeutique dans la psychanalyse, c'est-à-dire que c'est un soin. Je parle de thérapéienne au sens... Oui, c'est ce que j'ai lu. C'est un soin, c'est-à-dire qu'il faut remettre la dimension de la souffrance et de l'accompagnement et faire des psychanalystes des soignants.
avec l'humilité que ça implique. Et les critiques de Onfray et tant d'autres qui disent justement que c'est une pseudo-science fondée sur toutes ces critiques, qui sont très médiatiques aussi. Hein. Elle est attaquée, elle n'est pas qu'attaquée par les médecins, les psychiatres, certains, hein, parce qu'il y a plein de psychiatres qui sont maintenant psychanalystes, mais elle est attaquée aussi par quelque chose de... Voilà, il y a la question... Onfray, par exemple, qui est très médiatisé et qui s'en prend... Est-ce que comment vous réagissez, vous, les psychanalystes Il y a eu des... bon, disons que sur la critique de Onfray, il y a eu plusieurs réponses. Il y a eu des réponses de Miller, par exemple, qui n'était pas un très très bon livre, à force d'admettre. Après, Onfray, la critique de Onfray, c'est pas ça qui, à mon avis, c'est pas ça. Malheureusement, c'est pas ça qui dérange le plus, parce qu'on pourrait presque dire que la psychanalyse avance à reculons, c'est-à-dire elle a toujours avancé avec ses détracteurs. Puis Onfray, il y a des imprécisions dans ce qu'il dit, et puis il y a des choses qui sont justes. La théorie de Freud, c'est pas quelque chose. Il y a nombre de choses. Il faisait de la drogue, le briseur de soucis. Enfin, il y a nombre de choses qui sont complètement des erreurs, comme tout chercheur. Quand il cherche, il n'est pas. Donc, je reviens à ma question, et puis après on prend les autres questions et posez vos dernières questions. Est-ce que tu aurais envie de créer, parce que là c'est assez programmatique, tu nous balayes le champ de nos malaises contemporains, avec des cas, etc. Est-ce que la psychanalyse, en l'état, est susceptible de vraiment nous aider, ou est-ce qu'elle peut être améliorable comme pratique thérapeutique? Je pense que la psychanalyse, parce qu'elle met au cœur de la problématique, la question du sujet, dans ce qu'il est dans sa parole, dans ce qu'il est dans son désir, dans ce qu'il est dans son lien, dans ce qu'il est dans sa subjectivité, dans ce qu'il est à l'adresse de l'analyste, et dans ce qu'il est dans l'expression d'un inconscient. Je pense que cette clinique de l'humain-là, immatérielle, non utilitariste, sans finalité, devrais-je dire, je pense que ça, c'est carrément un élément de résistance dans le contemporain. Ça, c'est une chose. Donc, il faut l'adapter, il y a des choses à adapter. Et pour répondre à ta question, oui, je suis depuis quelques années maintenant en grand questionnement pour essayer de réfléchir à partir de ce que l'on sait, de ce que l'on sait faire, des choses qui sont très importantes et d'autres qu'on pourrait remettre en question, qu'on pourrait interroger, pour voir le devenir d'une psychanalyse aussi bien dans la pratique que dans le discours. Je n'ai pas compris. Alors, donc, oui, j'aimerais bien. Par exemple, de plus en plus, j'entends parler de psychanalystes qui utilisent Skype pour faire leurs séances. Je pense que Freud aurait une crise cardiaque. Voilà. Mais pourtant, ça se fait et apparemment, les patients sont contents. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est que est-ce qu'il faut adapter est-ce qu'on pourrait avoir des vidéos live de psychanalyse? Il y a eu Bayonne a développé la dynamique de groupe, la psychanalyse de groupe. On pourrait très bien inventer des thérapies de groupe. Je ne comprends pas pourquoi les psychanalystes n'expérimentent plus vraiment avec les nouvelles technologies, par exemple. Je pense que le terme que tu emploies est très important, c'est une expérimentation. Oui. Moi, c'est ce que je voudrais faire dans l'avenir. Parce que moi si j'étais psychanalyste, franchement, je me serais emparé des vidéos live et j'aurais fait un truc de psychanalyse de groupe en vidéo live. Même si tout le monde a accès, on peut faire des groupes fermés. C'est compliqué quand même. C'est compliqué. C'est une expérience, tout le monde est adulte et consentant. Moi, je pense qu'il faut distinguer la psychanalyse dans sa version de la cure type, ça c'est une chose, des thérapies analytiques par exemple, ou des psychothérapies qui utilisent les concepts analytiques. En psychothérapie ou en thérapie analytique, qu'on pratique en face à face par exemple, on peut très bien utiliser Skype. Il y a plein de psys qui le font. Pourquoi? Moi je le fais pas, j'ai encore une demande hier. Pourquoi? Parce que... Tu le fais? Oui, ça m'est arrivé. En thérapie analytique, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que quand on est avec un patient qu'on va en séance régulièrement, etc., qui part à l'autre bout du monde, aujourd'hui on est à l'heure de la mondialisation, ce lien subsiste, on le fait vivre autrement. Et ça, il n'y a pas de raison de rompre un lien brutalement, question de distance. Bon, ça c'est une chose. Mais c'est pas la même chose qu'une cure analytique, qu'une cure type. Pourquoi? Parce que, par exemple, ce qu'on pourrait questionner à ce moment-là, ce qui se joue, par exemple, si là je suis en face à face avec quelqu'un, bon là avec moi-même en l'occurrence. Non, t'es avec Pierrot. Oui, on va lire leurs questions. Ce que je veux dire, c'est dans le regard que ça se joue. Et il y a quelque chose que Freud avait mis en place qui est très important, c'est que le psychanalyste ne croise pas le regard. On peut être sur Skype et puis regarder le mur. C'est difficile de détourner le regard. Et là, on est pris dans la subjectivité et dans le désir de l'autre. Alors, on prend vos questions, mes amis. C'est la dernière salve de questions. Christophe, le narcissisme exagéré, voire pathologique, n'exclut-il pas l'humilité et l'introspection qui prévalent pour bénéficier d'une psychanalyse? Patrick, je souhaiterais pouvoir rencontrer Elsa Godard car elle me semble être une grande psychanalyste.
Tu répondras, tu iras sur ma page répondre personnellement. Bien sûr, voilà, hein, bien donc, sûr. Et puis vous avez sa page, je crois que tu as une page Facebook, on peut te laisser des messages privés. Pierrot, et justement le choix de ceux que l'on nous met devant les yeux, les algorithmes, c'est très politique. Cyril, il n'y a plus qu'à Elsa, quelques nuits blanches et de fatigue sur le vaste sujet de la radicalisation. Voilà, t'as ton prochain livre là. La psychanalyse, dit Agnès, serait-elle une forme de résistance à notre hypermodernité? Bonne question. Oui. David, des noms. Ah, ça c'était quand je faisais ma sortie sur... voilà. On ne donnera pas de nom. Hein, on n'est pas des balances à ce niveau-là. La lecture du Coran ne radicalise pas tout le monde. Bien Elsa, sûr. Dit Adjer, fort heureusement, tu devrais voir la vidéo de Vincent avec Youssef Sedik. Ping-pong philosophique, ça s'appelle. Oui, non, mais bien sûr, évidemment. Voilà. J'avais vu... Ah, mais je crois pas que tu as dit ça. Non. Je n'ai pas entendu ça. Non. J'avais... Patrick, j'avais vu un psychiatre, mais qui était aussi psychanalyste, dit Patrick. D'accord Vincent, dit Pierrot, c'est une vision de la psyché. Aux États-Unis, on parle même pas de Freud et de Lacan. Ouais. Pour eux, il y a plein de psychologues dans plein d'écoles différentes. La psychanalyse sert à flatter l'ego, dit Merline. Christophe, lorsqu'une profession n'a pas d'obligation de résultat, c'est extrêmement difficile de trier le bon grain de l'ivraie. C'est vrai aussi. Hein. Pas bête. Est-ce que la psychanalyse n'a pas d'obligation de résultat? Ouais, je ne sais pas. Mais en fait, vous savez que quand tu dis que mieux vivre quand même. Je veux quand même juste dire une chose, c'est que les critères d'évaluation, c'est un très gros problème aujourd'hui, et à l'université, etc. Et la scientificité de la psychanalyse, on y travaille beaucoup, en groupe, etc., entre nous, voilà, d'un point de vue formel, j'allais dire, didactique presque. Mais pour moi, ce que j'estime être la meilleure évaluation, ce sont nos analysants. Ce sont nos patients. Et on devrait mettre des notes comme Hubert. Et en fait, ce qu'on devrait faire, c'est... T'as trop regardé Nosdrive. T'aurais 4.9. Je suis sûr que t'aurais 4.9. Peu importe, mais je pense que quand on... Mais ça va au-delà de ça, en fait. Ça va au-delà de ça, parce que quand on a quelqu'un qui est extrêmement en souffrance, on ne réfléchit pas à l'évaluation ou je ne sais quoi. On essaie de trouver une manière de l'accompagner dans cette souffrance-là. De l'accompagner ? Non, arrête. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que notre meilleure grille d'évaluation, c'est nos analysants, et nous sommes le produit de ça, parce qu'on s'est tous allongés sur le divan, ce qui demande une grande dose d'humilité quand même. Alors, pour l'humilité, je te propose le commentaire de Montagno, du charlatanisme moderne. Alors, je ne sais pas à quoi il répondait, peut-être c'est sur la psychanalyse ou autre, mais voilà, l'idée de charlatanisme. Le truc, dit Pierrot, c'est que Freud a promu sa propre vision suivant sa famille et son contexte à toute l'humanité. C'est très Europe du début du XXe siècle en gros. Aujourd'hui, c'est différent pour chacun à des différents endroits du monde. Kamel, que pense Elsa des courants neuropsychanalytiques? Je crois que Kamel veut vraiment t'amener sur le côté que les neurogourous sont les prochains sauveurs de l'humanité. Agnès, mais je suis d'accord qu'il y a des psychanalystes qui l'ont desservi dans la langue de bois. Pierrot, il y a mieux que Skype avec salon privatisable et ça s'appelle Discord. Pierrot, pas la peine de lire, je réagis, c'est fou. D'accord, c'est tout, excuse-moi. Kamel, Vincent, la psychanalyse de groupe en live, j'ai les oreilles qui saignent, c'est malin. Bon, ok, c'était moi, hein, j'ai le droit d'être naïf. Je ne suis pas psychanalyste. Hein. 1 an que je cherche de l'aide d'un ou d'une psychanalyste, dit Julien, pour partager ce que j'ai compris de leur connerie en revenant de l'idée que j'étais Dieu. Rien à faire, ils sont tous plus imbus d'eux-mêmes les uns que les autres, Elsa Godard inclus. Blah, prends ça Elsa, tu vas réagir. Je l'ai dérangée 2 fois en vain, elle a juste été bonne à me prendre pour un con, la bonne blague. Julien Coatelem, voilà, si ça te dit quelque chose. Non. Lacan, le roman Elsa, dit Cyril, je comprends pas. Ah, le roman, parce qu'il veut que j'écrive un roman. Ah oui, un roman, d'accord. Et Agnès, le transfert c'est important dans la rencontre physique, le regard, la voix. Je ne vois pas la psychanalyse dans le virtuel. Des réponses, des réactions ? Je pense qu'il va y avoir... Il n'y a pas de censure ici, vous avez compris, vous pouvez y aller. On déborde de 5 minutes parce que c'est trop passionnant et vous êtes super actifs. Donc on s'accorde quelques minutes de plus. Julien, je t'invite à me recontacter. Je suis désolée, j'ai eu un moment de transfert où j'ai plus pris de patient pour une raison très simple, que j'ai changé de cabinet. C'est ça, il fait allusion à ça. C'est peut-être ça, en tout cas je m'en excuse. Enfin, bon, je ne suis pas connue pour rembarrer les gens, mais c'est bon, ça peut arriver en tout cas. Voilà, vraiment. Voilà.
Bon, toujours est-il que... toutes ces remarques sur... Et la psychanalyse comme un élément de résistance de l'hypermodernité, évidemment, cette question... C'est tout ton livre. C'est tout mon livre. C'est tout ton livre. Oui, parce que je fais toute une analyse, je fais un diagnostic, si je peux dire, très rapide, hein, et vous pourriez me reprocher que c'est trop rapide. Mon éditrice m'a coupé la parole mieux qu'une scansion. Mais toujours est-il que j'avais un diagnostic très simple du contexte très général. Je pose le problème, en fait. Qu'est-ce qui pose problème? C'est l'hypermodernité en 1, une société de l'image en 2, et en 3, une société de la jouissance qui nous met à distance du désir. Donc ça, c'est le constat que je pose. Et qu'est-ce qui, à partir de ce constat-là, implique des malaises? Et en quoi est-ce que... et ça, je voudrais juste le rappeler brièvement. Mais je me suis rendu compte que après avoir fait le tour rapide de tous ces comportements très anodins et très simples auxquels tout le monde a affaire, je me suis rendu compte que se jouaient à chaque fois 6 points, qui étaient la question de la parole, la question de l'écoute, la question de l'élaboration, la question du regard, la question du désir et la question de l'amour. Et or, c'est ce qui fait malaise dans l'ensemble des situations que j'ai reprises. Et or, ces 6 points-là se jouent dans l'acte analytique. Et c'est ça que je cherche à préserver. Je cherche à préserver ça et à rappeler que la psychanalyse est une clinique de l'humain. Et c'est une clinique aussi, et c'est un discours aussi qui est un discours qui fait scandale. Parce que elle permet, moi je définis la psychanalyse comme ça, la capacité de faire surgir son désir et de le transformer en liberté. De transformer ce désir en liberté. C'est-à-dire que c'est tout, sauf la capacité d'être dans une forme d'aliénation, quelle qu'elle soit. Et c'est en cela que c'est un scandale la psychanalyse aujourd'hui. C'est un événement de résistance. Et c'est pour ça que je pense qu'elle doit descendre dans la cité. Ce serait presque des mots de conclusion, mes amis. Si vous avez des très bonnes questions qui vous viennent, c'est maintenant que vous les posez, parce que là, on va devoir conclure. C'est assez vibrant. Moi, je suis très admiratif. Tu es pour moi une intellectuelle de premier plan, parce que tu arrives à conjuguer la raison et la passion. Je pense que ça s'est senti dans ce live. Et on a besoin de ça. On a besoin d'intellectuels totalement passionnés. Tu t'empares de choses très très modernes, mais vraiment c'est foisonnant, les pathologies du vide, tu parles de l'addiction, on n'a pas dit, hein, l'addiction n'est pas un effet de l'hypermodernité, et tu parles de pléonexie, alors il y a des concepts, c'est foisonnant de concepts, d'idées. C'est un livre qui n'est pas surfait, c'est un peu comme tu es là avec nous, c'est-à-dire qu'on sent que ça fuse, tu t'empares de choses et tu tisses des trucs, tu tisses des liens. C'est vrai qu'il y a une grande humilité dans ce livre et c'est ce qui donne d'ailleurs sa force. Quels sont pour toi les défis que ce livre va t'imposer dans sa médiatisation? Est-ce qu'on en parle? Il y a des articles, il vient de sortir, non? Il est sorti quand? Oui, il est sorti le 18 janvier. D'accord, donc très récemment. Tu as des remarques déjà des lecteurs qui... Oui, enfin j'ai pas encore eu de lecteurs qui m'ont fait un retour. J'attends avec impatience. Ouais. J'ai eu quelques articles déjà. Et voilà, je suis plutôt contente. Il y a d'autres livres qui sont sortis récemment, qui interrogent aussi, qui sont un peu en écho avec le mien. Donc je pense que c'est un phénomène un peu général. Et il y a un dernier point sur lequel on ne s'est pas attardé, parce qu'il y avait beaucoup de choses aussi à dire, mais c'est aussi la question de l'angoisse. Et, oui. Au vu de cette nouvelle représentation du temps et de l'espace, ça interroge aussi le rapport à l'angoisse et le rapport à la mort. Et je pense que ce sont des très grandes problématiques qui définissent ce que c'est qu'un sujet humain. Et derrière tout ça, il y a une grande interrogation qui se résume à la question de la métamorphose. Je vais te proposer un exercice, et je vous propose un exercice qu'on va improviser dans les 3 minutes qui restent. Vous allez poser une question à Elsa très simple et elle va répondre en une phrase. D'accord. Donc on va faire une série. Ne nous remerciez pas encore, restez avec nous encore 3 minutes. Posez chacun là, tous les 45-50 qui sont là, vous posez une question très simple, personnelle, pas personnelle, ça peut être du délire, ça peut être du dadaïsme, ça peut être du surréalisme, ça peut être très pointu. Et Elsa s'engage à répondre en une phrase. Voilà. Donc je te propose la première question. Alors, j'aimerais vous dire merci. Un débat que j'aimerais entendre plus positif sur le monde. Vous êtes 2 optimistes, dit Sacha, et j'aimerais vous entendre parler tout ce qui ne me pose problème et qui amène des solutions. Merci. Que penses-tu de la sophrologie? Première question, on va faire du tac au tac. On finit par une petite séquence de tac au tac. Une phrase. C'est une méthode qui peut être utile, complémentaire. C'est quoi d'abord la sophrologie? C'est une sorte d'hypnose light? Oui, pas vraiment d'hypnose, une capacité à intégrer les choses, à les ressentir, à être incarné dans son corps, etc. D'être dans quelque chose d'une vibration presque. Ouais. Et je pense que la sophrologie peut être une très belle complémentarité. Tout dépend ce que l'on cherche. C'est pas pour moi une thérapie des profondeurs, mais je pense que ça peut être utile en fonction des besoins. Très bien.
Patrick, merci. Le plus souvent, les émissions de Vincent sont très intéressantes. Souvent aussi, je constate que lorsque j'entends Vincent Cespedes, mon angoisse baisse et disparaît. Est-ce normal? C'est qui? C'est Patrick. C'est Patrick. Bah non, mais moi je pense que quand on met des mots sur les choses, déjà il y a 50% d'affres et de douleurs qui s'envolent. Sacha nous pose sa question. Chacun pose sa question. Sacha, quelles sont tes addictions, Elsa? La vie. Oh, ok. Mais des trucs un peu plus croustillants. Le chocolat. Le chocolat, vraiment? Ouais, je suis trop gourmande. Ouais. Les macarons à la rose. Ah oui, t'es une sucrée. T'as le palais sucré. Ça marche. Question de Sunka. As-tu déjà eu des avatars en consultation? C'est une bonne question. Non, j'ai pas fait de consultation avec un avatar, mais pourrait-on dire que l'image sur Skype, quand elle est retournée, etc., est-ce que c'est pas une forme d'avatar? Ça pourrait se discuter. Intéressant. T'as pas envie d'expérimenter des trucs comme ça sur les... je sais pas... Bah après, faut quand même pas oublier qu'il y a une nécessité d'authenticité. Hein. Tu sais que la règle fondamentale... donc, si c'est un jeu, ça biaise tout, en fait, c'est pas intéressant. T'as raison. Pierrot, tu penses pas que la médication peut être complémentaire d'une thérapie? Attends, laisse-moi finir. Tu penses pas que la médication peut être complémentaire d'une thérapie, et cela pour tous? Pas dans tous les cas. Absolument pas. Ça dépend des situations, mais ça dépend des situations où c'est parfois absolument nécessaire. Parfait, c'est bien parce que tu es dans le jeu, chacun pose une question, tu réponds, c'est parfait. Vidiel, existe-t-il une psychanalyse à orientation spirituelle? Jung. Dis-nous, explique un peu. Ce qu'avait reproché Freud, entre autres, à Jung, c'est d'avoir de partir dans une spiritualité de la psychanalyse, alors que Freud l'a récusé à venir d'une illusion, etc. Mais on pourrait voir d'autres choses, par exemple, je pense à Viktor Frankl, qui a écrit sa thèse à l'époque, Le Dieu inconscient, qui est une très beau lien entre la spiritualité et la thérapie. Voilà, c'est la logothérapie, par exemple. Tu sais, tu avais suivi le live que j'avais fait avec David Abiker sur Anne Dufont-Montel, qui était aussi psychanalyste, que tu as croisé à psychologie, et elle me parlait de sa mère. La mère d'Anne était une psychanalyste jungienne, était vraiment dans Jung, et d'où son intérêt sur les symboles, sur tout ce que je développais dans le jeu du Phénix et autres. Et toi aussi, le jeu du Phénix, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi? Bien sûr, pour tout ce qui est symbolique, je parlais de la disparition du symbole dans notre société contemporaine, c'était en écho à ça aussi. Bien sûr que ça m'intéresse. Moi, je suis pas jungienne. Pourquoi? Parce que je l'ai pas lu, ou très peu. Ah oui? J'ai lu l'interprétation des rêves, j'ai lu Ma vie, je crois me souvenir. J'ai pas beaucoup travaillé sur Jung. Il y a une correspondance extraordinaire de Jung. Vraiment, je te la recommande. Bah oui, mais franchement, j'ai pas lu et j'ai pas. J'en suis pas là encore dans mon parcours de vie. Voilà, j'en suis pas là. Il y a quelque chose qui me fascine chez Freud et aussi d'une certaine manière chez Lacan, malgré toutes les critiques qu'on pourrait formuler. C'est une forme de... Alors, c'est très antagoniste ce que je veux dire, mais c'est une forme de rationalité. Il y a quelque chose de l'ordre d'un système. Avec les dangers du système, de ce que ça enferme, de ce que ça exclut, etc. Mais il y a quelque chose qui, moi, dans le système, me séduit. Mais Jung est assez... Je sais, mais je suis pas... Ah ouais, je comprends. C'est comme si tu me parlais d'un auteur que je connais pas, je ne critique pas ni rien parce que je le connais pas. Ok, très bon. Merci de ta franchise, c'est super. Ça fait du bien d'entendre des intellectuels blindés de diplômes comme toi qui disent ça. Ah ouais, mais il y en a plein. Ah, ça fait du bien parce qu'on a vraiment... je suis terrassé par l'univers intellectuel de... Enfin, il y a beaucoup d'imposteurs qui ont tout lu et qui ont tout su et qui savent tout. Et c'est bien d'entendre un discours des marges. Moi, ça fait du bien. Voilà. Alors, encore, on continue ce petit jeu. Ta fleur favorite, demande Cyril. Si, je la connais bien sûr. Vous avez de ces questions, les amis. Bah, oui, merci pour cette question. C'est, comment ça s'appelle, celle qui pend là, en grappe la mimosa? Non, violette. Les glaïeuls, les lilas. Non, elle pend en grappe, elles sont très très bon, elle est chez moi dans le sud. Il y en avait plein au lycée. Oui, magnolia, non. Non. En grappe, comme ça. Violet en grappe. Oui, s'il vous plaît, au secours. Alain, tu peux nous aider, Alain? S'il te plaît, Alain. Alain, tu es demandé. J'adore, c'est ma fleur préférée. Elle est en baume, elle est en robe. Ils vont trouver. Oh là là, j'adore cette Les glycines. La glycine, merci. C'est la glycine. Ouf. Pourquoi? Parce que ça te rappelle le sud. Tu viens du sud, il faut le signaler. Et puis c'est une fleur qui me fait rêver parce qu'elle tombe, parce qu'il y en a des grappes, parce qu'il y en a partout, parce que ça cache le ciel, parce que tout devient violet, parce que ça embaume, parce que ça remplit l'espace, parce que ça dure pas, parce que c'est éphémère, parce que c'est un cadeau de la nature, parce que je l'adore. Là. Bon, alors attendez. Alors, oh mon Dieu, de la psychanalyse, dit Léminos. Auriez-vous aimé exercer au siècle dernier, Christophe? Oui, j'aurais aimé vivre au siècle dernier.
Au 19e plus précisément, Pourquoi? pas au 20e. Pourquoi? Parce qu'il y avait un idéal que je retrouve plus aujourd'hui ici. C'est-à-dire lequel? Le romantisme. Ah ouais? Tu trouves que c'est pas une époque romantique? Non. Et je trouve que mourir pour ses idées, alors l'effet Werther, tout ça, c'est pas mon truc. Hein. Mais mourir pour ses idées et aller jusqu'au bout et être total, en fait, c'est quelque chose que j'ai du mal à vivre avec mes contemporains. Et ça me manque. Hakim, la psychanalyse, c'est de la philosophie ou une extension de la philosophie? Génial, très bonne question. À moins d'être schizophrène moi-même, moi je préférais me dire que je suis une philosophe qui pratique la psychanalyse parce que c'est une clinique. Mais la psychanalyse, ce n'est pas une philosophie. Pourquoi? Et la philosophie n'est pas une psychanalyse. Pourquoi? Parce que dans la philosophie, j'aime à penser, c'est un point de vue. J'aime à penser qu'il y a une liberté, celle de penser. C'est libre. On n'a pas de finalité, on n'a pas de but, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'utilité, rien. On forme un esprit, on pense, on hésite, on questionne, on doute. Il y a une gratuité dans la pensée. Tandis que dans la psychanalyse, il y a une nécessité de finalité, on veut aller mieux. Une dimension thérapeutique ne doit pas avoir la philosophie. Et j'entends bien les stoïciens et tout ça en disant ça. Je sais ce qui est une éthique et pas une thérapeutique au sens de guérison en fait. Agnès, Elsa, votre énergie vient d'où? De quoi? Du sud? Des glycines? De quoi? Non, je crois que je suis une vraie amoureuse en fait. Dans ce que l'amour peut revêtir d'intense, de total, d'éros, l'élan vital, l'éros... Non mais ça vient d'où? Là tu racontes ton énergie. Mais est-ce que ça vient de la douleur? Ça vient d'un passé? Ça vient de la douleur. De la douleur? De quoi? Ouais. On va psychanalyser Elsa Godard, mes amis. Non, c'est pas ça. C'est que je pense que quand on a connu très tôt quel peut être le versant obscur de l'existence, on se réjouit de moindres moments joyeux. Et c'est de là, ça transparaît pas toujours hein, quand je parle ou quoi que ce soit, mais c'est de là que vient une infinie humilité chez moi en tout cas, qui est une humilité pas devant les livres peut-être, mais en tout cas devant la vie, oui. Et quand on sait ce que c'est que le ressort de l'existence, on se réjouit du moindre présent qui nous est donné. Frédéric, quelle durée d'une thérapie avec un même thérapeute ne doit-elle pas être limitée à un moment donné? Mais on peut pas savoir. Ça dépend des situations, ça dépend des cas, ça dépend de la vie, de la circularité. Il n'y a pas, heureusement qu'il n'y a pas d'ailleurs. Sinon, on en fait quelque chose un formalisme et c'est antithétique avec l'esprit de la psychanalyse. Ton patient que tu as gardé le plus longtemps, c'était combien de temps? 7 ans. 7 ans. Christophe, la psychanalyse est-elle une forme de sagesse, une leçon d'humilité? Je pense pas que ce soit une sagesse. C'est une leçon d'humilité par essence, parce que ce qu'on découvre en séance, c'est de l'inédit en permanence. Et je peux vous assurer que quand un patient dépose sa souffrance dans un cabinet dont on est dépositaire, c'est quelque chose qui... Il n'y a pas plus grande école d'humilité. J'ai été à l'école de Socrate, si je puis dire, et j'en ai gardé une trace très profonde, presque une empreinte en fait. Et ce que je peux dire, c'est qu'à côté... Socrate à côté de la clinique, et Dieu sait que j'ai une admiration sans borne pour Socrate, mais Socrate à côté de la clinique, c'est rien, parce que quand vous mettez tous les concepts à côté de la vie, ça tient pas. Yassou, que pensez-vous du libertinage dans un couple? Chacun fait ce qu'il veut, c'est le propre du désir. Non mais ça marche, ça aide le couple, enfin je pense qu'il pose des questions de concrètes. J'imagine. Ouais, mais moi je n'ai pas de recette là-dessus parce que une chose que j'ai apprise, c'est qu'il n'y a pas une manière meilleure de vivre ou de mener sa vie, si ce n'est celle qu'on est prête à assumer en fait. Tu évoques la sexualité et ça fait peur un peu parce que à te lire dans le livre, la sexualité va dans le mur. Enfin, non, j'ai le cas extrême là. Hein. Ouais. C'est pas le cas de tout le monde, hein, heureusement. Il y a une sexualité hyper moderne? Ouais, c'est une sexualité compulsive. C'est quand vous avez moi j'ai eu des patients qui n'arrivaient plus à rien faire de leur journée, dont le seul but était de retrouver une jouissance compulsive en permanence, ça une hypersexe. C'est une entité nosographique, ça? C'est répertorié quelque part? J'espère pas. Enfin, non, c'est dans le cas des l'hypersexualité. C'est dans le cas des addictions. Ça donne lieu à des addictions, ça. Après. Dans le DSM-5, je crois que d'ailleurs c'est répertorié. C'est dans le cas des addictions. Ouais. David, la topologie ne fait-elle pas tourner la psychanalyse en rond? Chez Lacan, quand on parle... Après, je dois dire aussi, parce que je suis pas... Mais il y a quelque chose de très intéressant de tenter de structurer par une topologie et un langage mathématique ou de forme le fonctionnement psychique. Il y a quelque chose de très fascinant.
c'est d'autres formes de symboles, mais il y a des choses très très fascinantes à ce niveau-là et qui peuvent être une manière de décoder. D'une certaine manière, les neurosciences décodent autrement par d'autres formes de mathématiques ou de structures, mais en tout cas, la démarche n'est pas tellement différente. Je trouve ça très intéressant. Alors, il y a plein de glycine, hein, vous avez tous trouvé la glycine dans notre petit jeu. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On a Gaël qui dit « Si ça intéresse des personnes d'en savoir plus sur la psychanalyse, il recommande le livre noir de la psychanalyse de Catherine Meyert. » Tu l'as lu, t'en penses quoi? Je l'ai commenté aussi. Hein. T'en penses quoi? Y avait, je crois que c'est Cotreau d'ailleurs, qui est un ami... qui avait participé aussi à ce livre noir de la psychanalyse, et on s'était retrouvés à un salon du livre à Nice ensemble. Et en fait, c'est quelqu'un qui a pratiqué, et je pense qu'on peut être extrêmement déçu aussi de la psychanalyse, ça n'empêche pas, mais je pense que c'est une pratique, elle est aujourd'hui nécessaire comme contre-pouvoir, et contre toute forme de formalisme, de systématisation et des troubles psychiques, et aussi des comportements humains. Et ça, c'est très important. Je vais te dire une dernière remarque. Dans tout ce que tu dis de la psychanalyse, moi j'étais à une école avec mon père notamment qui voulait devenir psychanalyste et j'ai baigné dedans, très petit. Et c'était toujours une vision artistique. C'était toujours une vision en termes de créativité, de libération de soi pour de la créativité. Et tu n'abordes jamais, je t'ai jamais vu aborder la psychanalyse en termes d'art de soi, d'art de vivre, et même les expériences psychanalytiques des années 80-70, par exemple la dynamique de groupe, par exemple le psychodrame. Le psychodrame n'est plus à la mode du tout. J'ai l'impression, moi c'est mon ressenti, je lis beaucoup de psychanalyse, ma bibliothèque, il y a la moitié c'est des livres de psychanalyse. J'ai vraiment l'impression que les psychanalystes ont voulu durcir le côté scientifique de la psychanalyse, le côté universitaire, et qu'en fait on a très peu de créateurs psychanalytiques, ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 70, et j'ai l'impression que tout ce qui est psychodrame, tout ça, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Je dis psychodrame aux gens, je pense que ceux qui ont moins de 40 ans ne savent même plus à quoi je fais référence, alors que c'était des tentatives d'expérimentation où l'art, la découverte de soi, la philosophie et l'introspection étaient conjuguées. Alors il y a plusieurs questions dans ce que tu dis. Les psychodrammes se pratiquent encore, peut-être moins... C'est pas poétique ce qu'on dit de la psychanalyse. C'est très thérapie. Tu vois, regarde, ici dans le bouquin, j'ai carrément mis un chapitre sur la création, parce que pour moi, c'est exactement ce que tu dis, et merci de le rappeler là, parce qu'on n'en a pas parlé ce soir. C'est exactement ce que tu dis, pour moi ça doit être une ouverture. Quand je dis que la psychanalyse c'est la capacité à faire surgir son désir, à le transformer en liberté, c'est-à-dire... Oui, c'est très beau. C'est vraiment... Mais c'est dans... Liberté comme création, comme transformation du monde, comme action. Et c'est tout à fait dans ce cadre-là. Après, c'est vrai que peut-être qu'on en entend moins parler, etc. Les psychodrames existent encore en institution, on travaille aussi avec ça, ça dépend. Après, chacun a une méthode particulière aussi. Parce qu'on peut faire une psychanalyse pour créer. Je veux dire, c'est pas simplement pour aller mieux parce qu'on souffre. Moi-même, j'ai fait une psychanalyse, franchement, j'allais plutôt bien. C'était pour développer des capacités en moi qui étaient latentes. La psychanalyse, c'est aussi une école. Il y a combien d'artistes font des psychanalyses juste pour développer leur plénitude artistique? Absolument. Et ça, je trouve que ça permettrait de faire une publicité pour la psychanalyse extraordinaire. Ça permettrait de couper court à tous ceux qui la critiquent comme thérapeutique. La psychanalyse, c'est aussi une école d'investigation de soi. Tout à fait. Et ça passe même. Mais tu n'insistes pas là-dessus. C'est vrai, je n'insiste pas là-dessus. C'est quand même... parce que, être créateur et faire une psychanalyse, ça va tellement bien ensemble. Il existe des formes d'art-thérapie. Mais c'est toujours dans l'idée de une souffrance, une pathologie, il faut la soigner. Oui, mais toi, ce que tu dis, c'est beaucoup plus fort, parce que en général, la manière dont on aborde l'art en psychanalyse, c'est qu'on les met à côté. On fait un dialogue entre les deux, si tu veux. Tandis que toi, tu dis que c'est la psychanalyse qui permet le geste créateur. Et ça, c'est vrai que c'est pas l'art-thérapie, comme dit Frédéric. Non, c'est pas l'art-thérapie, c'est j'utilise l'art pour aller mieux. Là, pas du tout. C'est je vais bien, mais l'aventure psychanalytique, la confrontation avec mes désirs, mon passé, la possibilité de dire mes traumas, etc., va élargir ma palette en tant que créateur. Mais je trouve Moi j'ai été à cette école-là, papa si t'es là, je vois que t'es là. Voilà, j'étais à cette école-là et pour moi c'est une école de vie. J'ai été à l'école et ça allait de pair avec Krishnamurti en philosophie, tout ce qui est développement personnel au sens philosophique du terme. Et c'est moi un peu qui a amené mon père, même s'il connaissait, à la philosophie. Mais déjà ce qu'il m'avait transmis, c'est l'idée que la découverte de soi est une aventure de créativité. Pas du tout un truc pour aller mieux et résister aux problèmes contemporains. Mais alors, moi, j'ai une question à te retourner sur ça,
parce qu'effectivement, c'est une vision qui est très... On va durer jusqu'à minuit, là. Qui est très originale et passionnante. Ce que tu dis, c'est une très belle... Ouais, faudrait que tu le développes. Mais la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que cela supposerait, dans ce que tu évoques, que chaque sujet, que chaque personne est potentiellement, peut avoir une potentialité créatrice que la psychanalyse pourrait révéler? Moi, je le pense profondément. Ouais, d'accord. Mais maintenant, il y a des peurs, il y a des angoisses, des inhibitions, ouais. voilà. Mais je pense profondément que, voilà, il y a tellement de questions. On finit avec vos questions, on ne peut pas s'arrêter avec des questions aussi brûlantes. Le taux d'efficacité de la psychanalyse en général, c'est quoi, demande Farah? Parce que c'est pas une évaluation. Une phrase. On ne fait pas d'évaluation en termes de taux d'efficacité, je dirais même que je suis contre. Alors c'est quoi une psychanalyse réussie, à part ta phrase? C'est comment on sait que si ça marche, quoi, enfin... Quand on arrive à mieux vivre avec soi-même et avec les autres, à dépasser ces symptômes, à les intégrer, à élaborer à partir de ça. Patrick, Jung laisse-t-il une place au paranormal dans la spiritualité? Oui. Concernant Jung, moi j'ai lu tout Jung, voilà, donc je peux vous dire, je vais vous sortir un livre de Jung d'ailleurs, le livre rouge que j'ai dans ma bibliothèque. Ah, et tu l'as, et moi je l'ai pas, il est magnifique. Que j'ai offert à mon papa. Il est sublime. Que j'ai offert à mon papa. Je rêve de l'avoir. C'est le plus gros livre de ma bibliothèque, mes amis. Vous voyez la tête d'Elsa à côté, voilà. On se cache. Et vous voulez du paranormal, on ouvre le livre au hasard et vous avez des dessins faits à l'encre par Jung lui-même. Et que du délire symbolique, voilà. Un allemand, hein, l'écriture c'est... Voilà. Et donc on a affaire à un grimoire, ni plus ni moins. Je vous montre ma... Ah, ça y est. Non, c'est bon. Voilà, ça c'est Jung. Et c'est le Jung caché, ça s'appelle le livre rouge. Et il a caché ça, le petit coquinou, parce qu'il voulait passer pour un scientifique, alors que c'était un authentique créateur avec un délire riche de symboles. Là, on est dans le symbole vraiment. Jung mérite d'être redécouvert, je pense. Idée de titre concernant ma psychose m'a libéré. Idée de titre, comment ma psychose m'a libéré. C'est pas mal, c'est Sunka qui dit ça. On a affaire à... Attends 2 secondes. Béatrice, j'ai raté le début, mais as-tu lu comment les neurosciences démontrent la psychanalyse de Gérard Pommier, que tu connais, c'est un ami. Oui, bien sûr, c'était sa thèse d'habilitation. Oui. Et alors, dans un mot, juste en un mot? Oui, je l'ai lu, et effectivement, il arrive à démontrer qu'il n'y a pas de contradiction si évidente entre les neurosciences et la psychanalyse. Donc du coup, Vincent demande Béatrice, est-ce qu'il n'y a pas de la psychanalyse dans chaque pratique de découverte de soi? Oui, donc la psychanalyse, c'est vraiment un protocole. Pour moi, c'est un protocole d'exploration de soi. Et ma vision personnelle, c'est que ça fonctionne, mais il faut trouver le bon psychanalyste. Mais par contre, la théorisation psychanalytique, je n'y crois pas du tout. Pour moi, c'est une hydraulique mécaniste du 19e siècle. Même l'hypothèse de l'inconscient, je la remets en cause. C'est mes affinités avec Michel Lobreau, tu sais, on en parle souvent. Lina, quelquefois on dit le contraire, on dit que celui qui passe par la psy ne peut plus créer. Ça lave les symptômes et que ça lave le cœur. Pénac dit ça, que la psychanalyse nettoie le cœur, lave le cœur. Deleuze disait ça. Deleuze dit faites attention, ça marche et ça va vous inhiber dans la créativité. Moi, je suis partisane du contraire, mais ça dépend de tout ce qu'on a à libérer et ce que l'on vise. Si l'élément de création est un élément qui est l'expression d'un symptôme, ça dépend. Je ne systématiserai pas sur ça. D'accord. Pierrot a plein de questions, on va finir après. Pierrot, est-ce qu'on peut ne pas avoir une démarche psychanalytique seule? Ne peut-on pas avoir une démarche... L'autopsychanalyse de Freud. Ouais, voilà, non, justement, je pense que... Pourquoi se confronter à quelqu'un d'autre? C'est une question, je m'instruis, ça fait du bien. Qu'est-ce que ça m'apporterait une psychanalyse, demande Pierrot. Ça dépend déjà si... Et la psychanalyse, c'est pas une coquetterie, on fait pas ça juste parce qu'on n'a rien à faire le dimanche, quoi, tu vois. Il y a vraiment une demande parce qu'il y a un mal-être, quelque chose de profond qui fait qu'on peut plus avancer, quelles que soient les problématiques. Et d'autre part, ce qui est très important, c'est la capacité, notamment la clinique du transfert, la capacité qui se joue entre un analyste et son analysant, qui fait qu'on ne peut pas être dans l'auto-analyse. Voilà. Et ça, c'est quelque chose... S'il y a une des choses fondamentales à retenir de Freud, c'est bien ça. Super. Elsa, je te remercie. Je vous dis donc, allez courir acheter le livre d'Elsa Godard. La psychanalyse va-t-elle disparaître? C'est édition Albin Michel. Ça fait très émission littéraire, je trouve. Voilà, Elsa est très active sur les réseaux. Elle a des pages. Elle va répondre, hein, tu t'engages à répondre à vos commentaires. Si vous continuez dans l'essai, elle va jeter un coup d'œil. C'était une grande joie. Merci, bon succès pour ton livre. Merci de ton invitation, Vincent. Et tes lives sont toujours extrêmement passionnants. Et merci de nous donner la parole. Merci, ça fait chaud au cœur. Les
amis, je vous dis à bientôt. Cette vidéo sera sur YouTube. Il faudra aussi commenter la vidéo sur YouTube et surtout partager. Et prochain rendez-vous, je crois que c'est le 18 février avec Florence Monreno. On va parler des mots et les mots et le sexisme. Voilà, les mots et le féminisme et le sexisme. À bientôt les amis. Salut les indisciplinés. Au revoir. Ciao.